Bonsoir à toutes et à toutes. Au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Appel national, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième webinaire dédié à l'orientation et second volet autour de Parcoursup que nous avons le plaisir de vous proposer. Après une première présentation en décembre dernier des grands principes et du calendrier de démarche Parcoursup, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le souci de vous permettre d'accompagner au mieux vos enfants dans cette étape si importante de la formulation de leurs vœux vers les études supérieures. Nous en, prof- pardon. Nous en profitons également pour renouveler nos sincères remerciements à Monsieur Teilhard, inspecteur général de l'éducation et chef du projet de la réforme Parcoursup et de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour sa présence et son engagement constant aux côtés de l'appel, ceci dans l'intérêt de tous les parents. Lors de ce webinaire, M. Teilhard prendra le temps de vous apporter des précisions, mais aussi des conseils sur la démarche de candidature Parcoursup prévue du 19 janvier au 1er avril 2026. Comment s'inscrire sur Parcoursup? Comment rechercher des informations et formuler ses vœux? Ou encore comment finaliser son dossier et confirmer ses vœux? Ce webinaire est l'occasion de vous sentir plus confiant et de vous accompagner au mieux, votre enfant vers ses études supérieures. Un espace de discussion est prévu pour vos questions, auxquelles je me ferai un plaisir de relayer auprès de M. Teilhard. Je vous remercie de votre attention et laisse M. Teilhard vous présenter cette nouvelle phase de Parcoursup. Merci Madame Coquelet, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette session d'échange, la deuxième. On en aura une troisième dans la dernière semaine du mois de mai de manière à préparer la session de la phase d'admission. Voilà, alors commençons tout de suite avec d'abord quelques petites révisions. Donc si on passe à la diapo numéro 2, pour rappeler ce qu'est Parcoursup et l'intérêt que ça a pour vos enfants puis pour vous-même. D'abord, Parcoursup, c'est un gage de simplification. Parce que Parcoursup, c'est une seule procédure pour accéder à près de 25 000 formations, un seul dossier à constituer par votre enfant pour accéder à de multiples établissements de formation, et puis un seul calendrier à retenir. L'essentiel, c'est de simplifier vos démarches, c'est vraiment notre objectif. Vous accédez via Parcoursup à une offre de formation riche et diversifiée. On a des formations sous statut, des formations étudiants et puis en apprentissage, j'y reviendrai tout à l'heure, de l'ordre de 25 000. Ce que l'on a choisi systématiquement sur Parcoursup, c'est de vous proposer un cadre de présentation des formations qui soit unique et vous permettre rapidement d'identifier les formations et les informations essentielles à connaître, de connaître les critères, de connaître les chiffres clés, de manière à vous permettre de comparer. Je crois que c'est ça qui est important au moment où vous réfléchissez à un projet d'orientation, c'est pouvoir comparer entre les différentes formations, non pas en essayant de retrouver ce que vous avez compris, mais simplement vous pouvez consulter la plateforme Parcoursup qui vous aide à cela. On n'est jamais tout seul sur la procédure Parcoursup, ça n'est pas qu'une plateforme numérique toute seule qui a les pieds en l'air. Vous n'êtes pas seul pour réfléchir et faire vos choix, vous êtes accompagné dans votre lycée, vous êtes accompagné aussi en ligne vers les professionnels de la plateforme, il y a un numéro vert, les réseaux sociaux sur Parcoursup, j'y reviendrai. Mes collègues font un gros travail pour être à l'écoute de vos questionnements et vous apporter les réponses idoines. Il y a aussi des conseils et des outils dont vous pouvez vous emparer vous-même sur la plateforme, des quiz, des vidéos, comparateurs des formations, un site d'entraînement, voilà. Évidemment, je l'ai mis en orange. L'important, c'est de se dire que ça n'est pas Parcoursup qui va examiner les dossiers de vos enfants, ça n'est pas un algorithme qui fait cela, froid évidemment, méconnaissant le parcours de vos élèves. Ce sont bien des enseignants du supérieur qui vont examiner les dossiers. On va voir comment est constitué un dossier, on va voir comment on formule des vœux ce soir, mais je crois que c'est important que vous ayez cette idée-là en tête. C'est pas parce qu'elle est véhiculée par des rumeurs et des légendes urbaines qu'elle est vraie. Et évidemment, je pourrais répondre à certains qui peuvent avoir des questionnements sur ce sujet. Diapo 3, on se remémore le calendrier de Parcoursup. On est en pleine période Picasso, période bleue. Ça s'est ouvert le 19 janvier. Première grande date à retenir le 12 mars 2026. Date limite pour formuler des vœux. Et puis ensuite, jusqu'au 1er avril, vous complétez votre dossier et confirmez vos vœux. J'y reviendrai. Et puis, une fois que le dossier de votre enfant est constitué, après le 1er avril, les formations vont prendre le relais, examiner les candidatures, me remonter des classements
à la fin du mois de mai, et on aura une troisième étape, la troisième phase de Parcoursup, phase d'admission dans laquelle on reçoit les réponses et on y répond. Ça, c'est une phase qui se déroulera entre le 2 juin et le 11 juillet, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura un temps d'échange tous ensemble, dernière semaine du mois de mai, de manière à s'y préparer le plus simplement du monde. Maintenant que vous avez le calendrier, je reviens sur les 25 000 formations que j'ai évoquées sur la diapo suivante pour vous détailler un petit peu. On a d'abord les formations sous statut étudiant. Je me concentre sur ce sujet. Évidemment, toutes les formations sous statut étudiant ne sont pas sur Parcoursup. Il y a des formations hors de Parcoursup. Je pense que vous êtes déjà sollicité, vous l'avez vu, des annonces dans le métro ou dans d'autres journaux ou autres, ou par sollicitation par mail. On a fait avec toutes les fédérations de parents d'élèves, et je remercie l'appel d'y avoir contribué, un petit document que vous voyez, les bons réflexes à adopter. Il se trouve en ligne. Je crois que mon collègue est aussi là, donc il pourra mettre le lien dans le fil de discussion si ça intéresse quelques-uns. C'est les bons réflexes à adopter. Ça veut dire que même s'il y a des formations qui sont hors de Parcoursup, je pense qu'il faut être vigilant. Il faut que vous vous posiez des questions. Est-ce que cette formation, elle permet d'avoir un diplôme effectif, un diplôme qui permet de poursuivre des études? Voilà. Il y a plein de petits bons réflexes à consulter dans ce document-là. Je souhaitais vous le porter à votre attention. Pour ce qui est des formations sous statut étudiant qui sont sur Parcoursup. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une formation sous statut étudiant? Ça veut dire que on va consacrer son temps d'enseignement exclusivement dans un établissement de formation à plein temps, en quelque sorte. On distingue deux catégories de formations, les formations non sélectives et les formations sélectives. Je commence par les formations sélectives, les plus nombreuses en nombre, les plus diverses, mais je pense que vous en connaissez beaucoup, entre les BTS, les IUT, les écoles d'ingénieurs de commerce ou les IEP. Voilà, vous les voyez toutes présentes sur la plateforme. Il y en a, elles sont très nombreuses, évidemment, et très diversifiées, et je crois que pourquoi elles sont sélectives, c'est que la loi leur reconnaît la possibilité de ne pas classer un candidat. Je donne un exemple très concret. Vous avez un bachelor universitaire de technologie, le but, mesure physique. Eh bien, il reçoit, imaginons, il y a 40 places, il reçoit 50 candidatures. S'il estime qu'il doit n'en classer que 30 parce qu'il y a 20 candidats qui ne peuvent pas réussir dans la formation, il en a le droit. Voilà. Et puis, il y a les formations dites non sélectives, les différentes licences, licence accès santé, licence professorat des écoles, une nouvelle formation ouverte cette année sur Parcoursup, les parcours d'études d'accès aux études de santé, les PASS. Ces formations sont celles qui offrent le plus de place d'une manière générale sur Parcoursup. Ce sont les formations de l'université. Qu'est-ce que ça veut dire non sélective? Il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce terme-là. Non sélectif, ça veut dire que si je reprends à peu près l'exemple que j'ai, on prend une licence de droit, il y a 40 places, il y a 50 candidats, elle doit classer les 50 candidats. À la différence du but que j'ai évoqué tout à l'heure, qui pouvait n'en classer que 30, elle doit obligatoirement classer 50 candidats. Par contre, évidemment, s'il y a 40 places dans cette licence de droit, elle ne pourra en accueillir que 40. Donc, non sélective ne veut pas dire où il n'y a personne et où on est systématiquement pris. Ça peut être une formation très demandée. Les études de santé, c'est très demandé. Les licences de droit, par exemple, par région parisienne, c'est très demandé. Ceci étant, tous les candidats à ces formations voient leur dossier classé. Ils peuvent être retenus, ils peuvent être en liste d'attente. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de réponse négative directement à l'examen du dossier. On passe maintenant aux formations sous statut d'apprenti, en changeant de diapo. L'occasion de refaire un petit focus sur qu'est-ce que l'apprentissage. Les formations, il y en a de l'ordre de 11 000, donc si on change et qu'on passe à la diapo 5, merci beaucoup. Il y en a de l'ordre de 11 000 de formations en apprentissage. Pour l'essentiel, elles sont sur des BTS, sur des BUT, quelques mentions complémentaires alors qui s'appellent maintenant certificats de spécialisation ou des titres professionnels d'établissement. Être un étudiant apprenti, ça veut dire être d'abord un étudiant, mais ça veut dire aussi être un salarié. Parce qu'on va partager son temps en alternant une formation pratique chez un employeur, alors ça peut être un employeur public, un employeur privé, et puis un temps de formation théorique dans un centre de formation d'apprentis. Évidemment, l'intérêt de l'apprentissage, c'est qu'en suivant le même diplôme que vous seriez suivi sur une formation sous statut étudiant, eh bien, vous avez un potentiel d'insertion professionnelle plus fort parce que vous avez déjà une expérience de salarié en poursuivant vos études. Évidemment, la condition de l'apprenti, ce qui le distingue de la formation sous statut étudiant où on est, entre guillemets, simplement étudiant, l'étudiant en apprentissage est quelqu'un qui est salarié, qui doit signer un contrat d'apprentissage avec un employeur, qui est un contrat de travail. Donc ça veut dire, ça change tout, ça veut dire que
pour les formations en apprentissage, vous ne recevrez de propositions que quand vous avez trouvé un contrat d'apprentissage avec un employeur. Et de ce point de vue-là, les établissements de formation que vous trouvez sur Parcoursup, ils sont là pour accompagner les candidats pour trouver un employeur. Il y a des ressources aussi disponibles sur parcoursup.gouv.fr dans l'espace Trouver une formation, parce qu'évidemment, voilà, c'est une autre modalité pédagogique pour accéder au même diplôme. Et peut-être le conseil, le premier que je peux vous donner ce soir, c'est que si votre enfant est intéressé par une formation, prenons BTS Commerce International, il peut dans un même établissement, un lycée, le présenter à la fois sous statut étudiant et en apprentissage. Mon conseil, c'est qu'il fasse les vœux de part et d'autre. Un vœu sous statut étudiant pour cette formation, un vœu en apprentissage. Ça lui permettra peut-être de sécuriser sa rentrée en recevant une proposition d'admission dans la formation sous statut étudiant, et puis de chercher, de poursuivre la recherche d'un employeur pour passer en apprentissage si tel est son souhait. Mais voilà, je crois que c'est intéressant à avoir en tête. On va passer maintenant à la première étape, et je crois qu'elle est une étape importante, c'est comment on consulte et on se sert de la carte des formations de Parcoursup pour approfondir son projet. Arrivons tout de suite à la diapo 7. Voilà, alors le moteur de recherche de Parcoursup, si vous allez sur le site parcoursup.gouv.fr, carte des formations en même temps qu'on se parle, c'est à peu près ce que vous trouverez, une carte de la métropole et avec à gauche des informations qui sont ciblées. Qu'est-ce qu'on retrouve? On peut d'abord rechercher des formations à travers le moteur de recherche en utilisant des mots-clés, une zone géographique. Vous-même, vous avez même la possibilité, il y a des filtres qui sont à gauche qui vous permettent de distinguer. Par exemple, certains d'entre vous ne veulent voir que des formations publiques. D'autres veulent voir uniquement des formations en distanciel. Voilà, ce sont des filtres qui sont à votre disposition. Je le dis aussi parce que j'ai des familles peut-être intéressées. Il y a un filtre sur les aménagements dédiés aux sportifs de haut niveau. Il y a un filtre sur les formations qui proposent des aménagements pour les candidats en situation de handicap. Voilà. N'hésitez pas à découvrir ces différents filtres. Ça peut vous aider dans votre recherche. Vous pouvez aussi zoomer sur la carte pour approfondir les résultats de votre recherche. On zoome sur la carte de Parcoursup comme on zoome sur une carte d'un site internet, par exemple, qui fait du BNB. Vous pouvez ensuite découvrir les formations, vous pouvez enregistrer les favoris, je vous montrerai comment en faire, et puis surtout, vous pouvez comparer les formations entre elles pour faire le choix de la formation qui vous convient. Si on passe tout de suite à la slide 8, je vous donne un petit exemple en quelque sorte. Eh bien, à chaque fois que vous êtes passé et que vous avez identifié une recherche sur la carte, vous retrouvez finalement une petite illustration avec une petite vignette. Elle se présente toujours de la même manière. Vous avez des informations importantes de prime abord, une information sur le statut de l'établissement, vous voyez qu'il est là public, une information sur le nom de l'établissement, sur le nom du diplôme proposé, des informations, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit cœur qui s'affiche, c'est ce qui permet de déclencher un favori. Quand vous déclenchez un favori, vous verrez une petite interface s'ouvre qui vous permet de vous renseigner des petites informations utiles pour vous. Par exemple, cette formation, elle est sympa, mais elle était un peu loin, c'est à 20 km de là où j'habite. Voilà, toutes ces informations, elles sont que pour vous, elles sont partagées avec personne d'autre, elles vous aident peut-être progressivement à cheminer dans la recherche de formation sur Parcoursup. Vous avez aussi un petit, vous le voyez là, ajouté au comparateur avec un petit point d'interrogation. Le comparateur va vous permettre de comparer. Alors, soit vous êtes sur un téléphone portable, c'est 2 formations, soit vous êtes sur un écran d'ordinateur, ce que je vous conseille de faire, et vous pouvez comparer jusqu'à 5 formations avec des critères que nous avons identifiés. Je suis sûr que les parents qui nous écoutent, ils sont au moins une fois allés sur un site en ligne pour comparer l'achat de la machine à laver, du frigo ou autre, et vous y retrouvez des caractéristiques techniques. Nous, on a choisi des caractéristiques qui vous intéressent. Quel est le statut de la formation, public ou privé? Quels sont les frais de scolarité? Y a-t-il un internat dans cet établissement? Y a-t-il des frais de dossier à constituer? Voilà, ce sont des informations utiles. Et puis, vous avez 2 autres informations sur lesquelles je reviens. D'abord, vous voyez le petit éventail qui s'appelle formation similaire. Il permet quoi? Il permet qu'en ayant fait la recherche de licence d'histoire de l'art et archéologie à l'Université de Lorraine, eh bien, on vous suggère peut-être des formations similaires. Cette suggestion, elle nous est faite à partir, nous, à la fois des fiches ONICEP sur les métiers et puis des circulations que l'on voit, que l'on observe des candidats de Parcoursup qui nous donnent des informations aussi sur les proximités entre formations. Et je crois que c'est un réflexe toujours important. Les lycéens ont tendance à penser qu'un seul chemin mène à Rome. Ceux qui sont un peu plus
qui ont un peu plus d'expérience ou de maturité, comme nous, eh bien, on sait qu'il y a souvent plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, autrement dit, si je donne l'illustration là, c'est pour dire qu'il peut y avoir plusieurs formations pour amener vers le même environnement professionnel, et je crois que c'est important. Dernière information sur laquelle j'insiste, c'est le taux d'accès. Vous le voyez s'afficher là avec 3 couleurs différentes exprimant les taux d'accès pour chacun des séries de bac. C'est très important puisque selon les formations, tous les bacheliers n'ont pas exactement les mêmes capacités. Je donne 2 exemples assez diamétralement opposés. Dans l'essentiel des classes prépa, elles sont surtout faites pour bacs généraux, certaines bacs technologiques. Il y a quelques rares formations de CPGE pour les bacs professionnels. Mais voilà, vous verrez un taux d'accès très différent pour ces CPGE. De la même manière, les BTS, vous verrez, les BTS, il y a des places priorisées pour les bacheliers professionnels, vous verrez que leur taux d'accès est plus facile que ce que vous verrez sur les autres bacs. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'accès? Ça exprime la proportion de candidats d'une série de bacs qui ont reçu une proposition d'admission. Là, sur mon exemple, alors je vous promets, j'ai choisi au hasard, c'est 3 fois 100. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que tous les candidats de chacune des séries de baccalauréat qui a fait une candidature a reçu une proposition d'admission. Évidemment, si vous avez un taux d'accès qui est à 8%, eh bien, ça veut dire que seulement 8% des candidats de cette série de bacs-là ont réussi à avoir une proposition d'admission. Donc évidemment, ce chiffre-là vous permet de mesurer, de différencier entre les formations très demandées d'une part et d'autres formations qui le sont peut-être un peu moins. Si vous cliquez sur le petit onglet « Voir la formation », vous voyez qu'il est en bleu dans l'encadré pastille que je vous ai mis en photographie sur cette diapo-là, eh bien on accède directement à la diapo 9, qui me permet de voir exactement ce qu'il y a sur voilà, chaque fiche de formation. La présentation de toutes les fiches de formation, je vous l'ai promis tout à l'heure, elle est unifiée et elle est strictement la même, quelles que soient les formations qu'on va consulter sur Parcoursup. Il y a d'abord la carte d'identité de la formation. Vous voyez, il y a un cercle rouge pour valoriser cela, qui vous permet de visualiser un certain nombre d'informations importantes, le nombre de places, y a-t-il un label, est-ce que c'est une formation sélective, est-ce que cette formation ouvre droit à des boursiers. Et puis vous avez ensuite une série de 6 petites rubriques qui sont toutes les mêmes sur Parcoursup, qui vont de la découverte des formations et de ses caractéristiques d'un point de vue pédagogique, c'est ce qui est à gauche, en passant par les modalités de candidature et jusque à contact avec échanger avec l'établissement, qui est une rubrique aussi importante quand on veut se rapprocher des individus qui pilotent cette formation pour avoir des informations adéquates. Je vais revenir sur quelques-unes de ces éléments. Si on passe à la slide 10, vous verrez que, d'une manière générale, sur chaque fiche de formation, l'objectif, c'est d'avoir dans ces sous-rubriques clés eh bien, des informations qui soient à la fois claires, riches et transparentes. Vous y retrouvez les frais de scolarité, notamment dans la découverte, vous y trouvez les critères, les modalités de candidature, les chiffres d'accès à les formations, les débouchés, et puis voilà ce à quoi correspond chacune des 6 rubriques qui là vont vous aider finalement en quelque sorte à vous guider lorsque vous cherchez une information importante. Si je passe à la diapo 11, pour avoir un premier coup d'œil important, on rentre dans les modalités d'examen pour chaque fiche de formation. Je crois que c'est important parce que chaque année, j'ai des fois des questions en me disant hey, « mais monsieur Théillard, sur Parcoursup, il y a des formations payantes. » Alors, il faut bien s'en dire. Dans les formations sélectives, il y a 2 catégories. Il y a celles qui font un examen intégralement sur dossier. Par exemple, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis, il peut y avoir des formations qui utilisent des épreuves écrites ou orales, des entretiens qui vont se dérouler entre le mois d'avril et le mois de mai, une fois que le dossier de votre enfant est stabilisé. Et c'est dans cette rubrique « Consulter les modalités de candidature » que vous pourrez identifier si telle ou telle formation a des modalités d'accès uniquement sur dossier ou avec une épreuve en quelque sorte. Et puis, vous avez les formations non sélectives qui toutes examinent uniquement sur dossier la candidature de votre enfant. Une petite illustration, elle est importante. Je vais maintenant m'intéresser à 3 rubriques qui sont importantes parmi les 6. D'abord, la première, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Ensuite, consulter les modalités, ensuite visualiser les chiffres d'accès à la formation. Et puis ensuite, connaître les débouchés professionnels. Cette première rubrique, évidemment, comprendre les critères d'analyse des candidatures, elle est importante parce que votre question
la plupart du temps, c'est quels sont les critères par lesquels le dossier de mon enfant va être examiné. Eh bien, vous retrouvez là, sur cette rubrique, 3 informations importantes sur lesquelles je fais focus. D'abord, vous avez une visualisation, vous voyez l'accolade qui s'affiche sur l'écran à gauche. Eh bien, dans cette accolade, on vous retrouve finalement classé par 5 thèmes. Quels sont les thématiques d'évaluation? Il y a d'abord les résultats scolaires et les méthodes de travail, le savoir-être, la motivation ou encore l'engagement et les activités extérieures. Rien de nécessairement surprenant, mais vous voyez qu'il y a une illustration sur 100 qui vous permet, là, dans cet exemple-là, et vous voyez bien que 70% du dossier est évalué sur les résultats scolaires. C'est peu étonnant d'une manière générale, mais on vous donne cette information. Deuxième rubrique qui est encadrée, c'est celle des conseils aux candidats. C'est pas moi qui la rédige, ce sont les enseignants de la formation qui, sur la base de leur expérience de l'année antérieure ou des années antérieures, veulent apporter un point d'attention aux candidats. Comment fabriquer votre dossier? Quel point de vigilance à avoir? Et puis, dernier élément, vous voyez là, détail de la grille d'analyse, c'est le détail de ce qu'il y a dans l'accolade. On commence par les résultats scolaires. Résultats scolaires, ça veut dire quoi? Eh bien, dans cette formation-là, là encore prise au hasard, ça veut dire résultats en français, en histoire géo et philosophie. Et on vous dit quels sont les éléments qui sont évalués, par exemple la note aux épreuves anticipées de français du baccalauréat. Et puis on vous dit à travers les petites puces, vous voyez comme c'est un symbole très pratique sur Internet, c'est essentiel et 4 petites bulles sont remplies. Évidemment, quand vous avez des fois que c'est accessoire, il n'y a qu'une seule petite bulle qui est remplie parce que ça veut dire que c'est moins intense. Donc cette rubrique-là, vous la retrouvez sur chaque fiche de formation et je crois qu'elle est importante. Vous avez le réflexe, d'abord une visualisation globale des critères, ensuite le détail et puis des conseils aux candidats. Passons maintenant à la rubrique visualiser les chiffres d'accès à la formation sur la diapo 13. On y consacrera 2 diapos pour arriver finalement à la même questionnement, à répondre à votre questionnement qui est bon, maintenant que j'ai compris les critères, est-ce qu'il est possible que j'accède? Ou en tout cas, quelle est la diversité des formations dans lesquelles je peux accéder, puis celles qui sont peut-être plus difficiles pour y accéder? Cette rubrique-là, elle est vraiment faite pour répondre à cette question. D'abord, vous voyez sur la gauche une visualisation du nombre de candidats qui ont porté une candidature à cette formation, le nombre de candidats qui ont reçu une proposition et ceux qui ont accepté. Vous pouvez ensuite choisir votre baccalauréat, un des 3 séries de baccalauréat, et on vous fait un focus. Quand vous regardez la petite info en bas à droite, vous avez 1574 candidats du bac général, alors qu'ils étaient 1857 candidats au total. Mais par contre, vous voyez que dans cette formation-là, eh bien, 406 candidats qui ont eu la proposition sont tous du bac général, puisque c'est la même information que celle que je voyais à gauche qui était au total. Ça veut dire, en termes de taux d'accès, que le taux d'accès pour bacheliers généraux et technologiques et professionnels est 0%, puisque le taux d'accès, les candidats sont exclusivement des candidats du bac général. Évidemment, chacun peut, en fonction de sa série de bac, qui est la sienne, s'adapter, soit mettre, chacun choisit en fonction et il aura une information qui est plus personnalisée. Si je passe à la diapo 14, je vous permets de voir ce que l'on a fait à partir de 2025, là aussi en travaillant avec les fédérations de parents d'élèves, de manière à essayer de vous apporter une information la plus ciblée et la plus personnalisée. C'est ce qu'on appelle, alors moi je ne l'appellerai pas comme ça, mais les médias l'appellent comme ça, puis finalement je m'y range, c'est le simulateur personnalisable sur Parcoursup. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le lire de gauche à droite, cette diapo. Quand vous êtes à gauche, vous avez possibilité de renseigner. Donc, on a dit que vous étiez du bac général. Mais évidemment, si vous aviez renseigné bac professionnel, vous mettriez des spécialités. Si vous aviez renseigné que vous étiez un bachelier technologique, vous mettiez votre série de bac technologique. Là, on était sur un élève du bac général, donc il renseigne ces 2 enseignements de spécialité de terminale. Et puis, il y a une petite réglette en horizontale que vous voyez là à gauche de l'écran qui permet de calculer sa note moyenne ou générale entre 8 et 20. Moyenne générale, ça veut dire sans coefficient et sans les options. Et puis, lorsque vous cliquez sur voir le résultat, apparaît l'écran du milieu. Qu'est-ce que vous dit l'écran du milieu? L'écran vous dit du milieu vous dit, pour un lycéen qui a une moyenne générale de 15 sur 20 et qui a choisi la doublette mathématiques et SES, dans cette formation, les candidats qui lui ressemblent au cours des 3 dernières années, ils ont eu régulièrement des propositions d'admission. Donc en gros, ça vous donne une projection à partir du rétroviseur sur est-ce que ceux qui m'ont ressemblent ont eu
rarement, occasionnellement, régulièrement, à plus de 50% ou plus de 80% des propositions. Je crois que c'est important, et cette information, elle n'est pas donnée de manière sèche, elle vous est aussi donnée en accompagnant de conseils. Il est important d'abord de vous dire que Parcoursup, c'est pas Madame Irma, donc je suis pas capable de faire une prévision, ni Monsieur Météo, pour vous dire si vous recevrez ou pas. Je vous dis juste ce qui s'est passé dans le passé, mais c'était très éclairant. N'hésitez pas à postuler, puisque vous reçoivez régulièrement des propositions, entre 20 et 50%, mais pour autant, c'est important d'ajouter d'autres vœux, parce que ça veut dire que votre place n'est pas garantie dans cette formation. Vous voyez, vous avez régulièrement des propositions, mais pas à plus de 80%. Donc, c'est toujours une incitation à aller diversifier ses vœux. Pensez toujours à vous rapporter aux critères de candidature. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais je crois que pour que tout le monde comprenne, l'utilisation de cet outil, elle est intéressante quand évidemment la formation utilise beaucoup les résultats scolaires, et puis elle est intéressante aussi quand vous-même vous êtes honnête jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous faites cet exercice sur une classe prépa scientifique et qu'en fait votre moyenne générale elle est surtout constituée de votre note d'EPS et d'enseignement moral et civique, ben, ça ne va pas marcher. Mais je pense que vous l'avez compris par vous-même. En tout cas, ça vous donne un éclairage. L'objectif est toujours double. Un, éviter qu'un élève se dise je ne fais qu'un vœu parce que je suis sûr de l'avoir, ben là au moins vous pouvez identifier ce qui se passe. La deuxième, c'est l'enjeu d'éviter l'autocensure de la part des candidats. C'est toujours intéressant qu'il y ait une évaluation aussi autour de la moyenne générale parce que ça peut porter aux élèves. Et on sait qu'il y a beaucoup d'élèves, c'est le cas particulièrement des jeunes filles, qui ont une tendance, s'ils ne voient pas de niveau de note, à estimer qu'ils n'ont pas le niveau. Donc je crois que c'est aussi fait pour rassurer. Cet outil, il est intéressant dans le dialogue que vous, parents, pouvez avoir avec votre enfant. Il est aussi intéressant dans le dialogue que peut avoir votre enfant avec un professeur principal qui a les mêmes éléments dans son dossier à lui, qui permet d'engager le dialogue, soit pour convaincre de diversifier des vœux, soit pour convaincre de faire des vœux peut-être ambitieux, mais parce qu'on a le niveau et qu'on peut atteindre. Enfin, à l'extrême droite, vous voyez une information qui est très riche et utile aussi, qui est parmi ceux qui ont accepté cette formation. C'est quoi leur profil de notes? Et puis deux, vous voyez ranger les doublettes d'enseignement de spécialité qui sont présents dans cette formation. Ces informations, vous notez bien, j'insiste là-dessus, l'information que vous voyez à droite est différente de celle que vous voyez dans l'écran du milieu. Dans l'écran du milieu, vous voyez un résultat en ayant mis une doublette de spécialité et une moyenne générale. Vous voyez, au cours des 3 dernières années, comment les lycéens qui ressemblent à celui qui a fait cet exercice ont eu des propositions. Par contre, ce que vous voyez à droite, c'est sur la réalité de ceux qui ont été acceptés, qui ont accepté la formation et donc qui ont intégré la formation au mois de septembre. C'était quoi leur niveau de note? C'était quoi les doublettes de spécialité? C'est important parce que des fois, ça peut aussi vous convaincre ou alors soit confirmer, soit infirmer une impression sur les doublettes qui sont nécessaires pour entrer dans telle ou telle formation. Et je crois que c'est utile. Par exemple, vous savez, on a une longue tradition en France que d'indiquer que pour faire des études de médecine, il faut absolument avoir fait des mathématiques. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que les mathématiques n'étaient pas utiles pour entrer dans ces formations. Ça l'est. Mais par contre, ce que vous verrez, si vous faites sur plusieurs établissements, vous verrez que la doublette qui sort en premier pour les études de santé, c'est la doublette physique SVT. Physique-chimie, SVT, et pas mathématiques, physique-chimie. C'est pas indifférent cette histoire, parce que c'est à la fois cohérent qu'on fasse PC, SVT pour aller faire des études de santé. Évidemment, il faut avoir fait maths complémentaires, sans doute, dans ce cas-là. Mais je crois que ça vous donne aussi matière à réfléchir et ça permet de lever peut-être quelques tabous, idées reçues sur la constitution des formations. Diapo 15, pour vous montrer rapidement des résultats que vous pouvez aussi trouver sur Parcoursup, dans cette rubrique poursuivre des études et connaître les débouchés, des informations sur les taux de réussite, des informations sur l'insertion professionnelle des étudiants. Au terme de la formation qui vous intéresse, les étudiants, 6 mois après avoir fait leurs études dans cette formation, ils sont dans quelle situation? Ils sont en emploi, ils sont en poursuite d'études ou ils sont dans une autre type d'activité? C'est cette information que vous voyez. Et puis une information, je pense, très utile dans le dialogue entre les parents et les enfants, c'est, au fait, c'est quoi le salaire médian net par mois, 1 an après la sortie de cette formation? Alors, médian net, ça veut dire, médian, ça veut dire il y a 50% en dessous de cette somme, 50% au-dessus de cette somme. C'est différent du salaire moyen, évidemment. Là, c'est 1 570 €, mais je suis sûr qu'évidemment, dans le dialogue entre les parents, c'est intéressant de voir l'équilibre entre l'intérêt pour une formation et les perspectives qu'elle a en termes de débouchés d'insertion professionnelle et en termes de niveau de rémunération. Diapo 16,
Pour finir, avant de prendre une première salve de questions, évidemment, toutes ces informations, les modalités, les critères, les taux d'accès, le profil des lycéens qui ont eu des propositions au cours des 3 dernières années, tout cela sont des données qu'il faut en quelque sorte à assimiler pour réfléchir sur le projet de poursuite d'études avant de formuler des vœux, mais aussi pour discuter avec des professeurs, professeurs principaux, psychologues de l'éducation nationale, mais aussi pour discuter avec, dans les journées portes ouvertes, on est en pleine période de journées portes ouvertes, avec les enseignants du supérieur et les étudiants qui ont déjà accompli le parcours et qui peuvent vous aider finalement dans ce travail de projection. Voilà, première petite pause pour vous donner la parole. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, on va passer aux premières questions qui tombent. On va reprendre votre outil que vous venez de nous présenter sur le simulateur. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de 80% de taux d'accès à la formation suite aux spécialités de mon enfant, on peut considérer que c'est un vœu de sécurité ou pas? Comment vous considérez les taux d'accès? Dans un autre style de question, on a eu s'il y a 0% de bacs technologiques qui ont 0%, je accédé peux à cette répondre, c'est formation. facile. Voilà. Comment faire pour choisir les formations? Alors, à plus de 80%, ça veut dire que c'est un bon signal. Est-ce que c'est un vœu de sécurité? Je ne sais pas, ça dépend. Enfin, vous savez, le vœu de sécurité, il s'apprécie au regard aussi de ce qui vous intéresse. Enfin, je veux dire, vœu de sécurité ne veut pas dire un vœu qui ne m'intéresse pas du tout, mais que je fais juste par sécurité. Donc, c'est très appréciable en fonction de la circonstance, de ce que le lycéen ou la lycéenne souhaite faire, a envie de faire ou aime faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, alors, 80%, c'est pas 100. Bah voilà, mais je crois que c'est assez simple. Ça veut dire qu'il faut faire d'autres vœux à côté, sans doute, pour se sécuriser, et que se reposer que sur des vœux à 80%, bah, je suis pas sûr que ce soit exactement la situation la plus. Évidemment, vaut mieux avoir un panier de vœux avec plus de 80% que des paniers de vœux dans lesquels vous avez plein de choses sur lesquelles vous êtes très loin de la cible. Mais il y a des fois, c'est intéressant de se rapporter aussi aux autres chiffres sur le taux d'accès, par exemple. C'est important de le voir. C'est que, vous savez, par exemple, dans des très grands lycées parisiens, sur des très grandes classes prépa, presque tous les élèves vont se retrouver dans le 80-20, entre 80 et 100, parce qu'ils ont tous les mêmes notes. En fait, c'est là où la limite, en fait, en quelque sorte, un peu de l'exercice. En tout cas, ça doit être un outil qui vous sert un petit peu de boussole. C'est un outil de dialogue d'abord. Moi, je le présente vraiment comme ça, de dialogue entre les parents et les enfants. Et vous voyez, dans les deux cas que vous me donnez, c'est intéressant parce que j'ai été, moi, au salon Porte de Versailles, qui était un salon organisé à la fin du mois de novembre, et j'ai eu deux situations. Et elles sont intéressantes de point de vue de ce que vous m'avez montré. Première question, un lycéen qui vient avec sa maman et qui me dit je veux faire qu'un seul établissement, il n'y a que ça que je veux faire. Et je fais exprès de mettre la note de moyenne générale à 20 sur 20. Et je vois qu'à 20 sur 20, alors il se trouve dans la tranche plus de 80%. Mais je lui dis, mais oui, mais dans ce lycée-là, tous les élèves sont dans cette tranche-là. Évidemment, ils ont une bonne chance, mais par contre, voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche à la fin. Et je pense que lui, alors moins, mais sa maman a très bien compris qu'il fallait aussi un peu poursuivre le champ des interrogations pour essayer de diversifier. Autre situation qui rejoint l'autre question que vous m'avez posée, une jeune fille arrive vers moi et me dit j'ai fait un bac technologique STMG et je voudrais faire médecine. Alors, autant vous dire que c'est pas directement le chemin le plus court pour arriver à la cible, surtout pour accéder en première année. Et on teste sur plusieurs établissements et ça rapporte 0 candidat ayant eu des propositions avec ce profil. Évidemment, moi j'aurais préféré, enfin je sais pas ce que j'aurais préféré, mais c'était pas complètement évident face à cette jeune fille de lui montrer que le résultat donnait 0. Ceci étant, je préfère que ce soit le 22 novembre ou le 23 novembre qu'on s'aperçoive que le résultat est de 0, plutôt que ce soit au mois de juin où la jeune fille ait fait ses vœux et se dise je comprends pas, je suis pas pris nulle part. Donc voilà, c'est un travail qui doit être un levier pour le dialogue avec vos enfants, un levier pour, le cas échéant, se sortir d'une impasse, un levier aussi pour être ambitieux, parce que je le dis vraiment, hein, il y a des candidats qui parfois n'osent pas, et je trouve que cette barrière d'éléments d'information sur le niveau, ou le barrière des diversités des EDS,
peut être un levier utile pour faire tomber un petit peu la garde qu'ils se sont mis autour d'eux. Par rapport aux formations que vous proposez sur Parcoursup, nous avons pu voir dans l'exemple que vous présentez, il y avait le label. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les labels présents sur Parcoursup, s'il vous plaît? Alors, sur Parcoursup, il n'y a qu'une seule forme de label, qui est le label délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui concerne un label sur le contrôle par l'État de l'établissement. Moi, je me lance pas dans la. Vous savez, j'ai déjà vu quelques sites, je vais pas les citer, dans lesquels il y a toute une série de labels. Alors évidemment, personne ne sait ce que ça veut dire. Et puis on dirait, vous savez, moi, j'ai connu la période où on voyait encore des généraux de l'armée rouge, et la première caractéristique, c'est qu'ils avaient tellement de médailles sur la veste que ça brinque-ballait. Ben, vous voyez, ça n'a aucun sens d'afficher des tonnes de labels. Euh, donc là, on affiche le label délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est la trace qu'il y a un contrôle sur la qualité pédagogique de l'établissement. Une autre question, mon enfant souhaite accéder à une école hors Parcoursup. Est-ce que j'ai une obligation à formuler des vœux sur la plateforme? Non. Euh, Même la nuit, j'en rêve pas, vous voyez, de vous mettre une obligation. Moi, le supérieur, c'est pas obligatoire. Vous voyez, c'est la différence avec l'enseignement scolaire. L'enseignement scolaire, il a un caractère obligatoire. Le supérieur, c'est pas une obligation. C'est pour ça que la motivation y revêt une importance plus grande, parce que c'est un véritable choix. Peut-être la seule chose que je peux dire à ces parents là qui nous écoutent, c'est euh, pensez que peut-être qu'au mois de juin, le choix de votre enfant d'aller en dehors de Parcoursup ne sera pas exactement le même. Donc, privilégiez la solution de sécurité. Si vous souhaitez faire des vœux en dehors de Parcoursup, vous avez le droit de le faire. Si vous faites des vœux sur Parcoursup, vous ménagez aussi des solutions de sécurité. Je dis aussi aux parents, parce que c'est pas complètement indifférent, les formations qui sont en dehors de Parcoursup, si elles sont en dehors de Parcoursup, alors certaines peuvent vous dire, oui, j'ai pas envie d'aller sur Parcoursup, comme ça je vous ménage un parcours beaucoup moins stressant. Tout ça, c'est de la communication. Si elles ne sont pas sur Parcoursup, parce qu'elles n'ont pas le droit d'y être, parce que leur formation ne permet pas de garantir une poursuite d'études ultérieures à l'extérieur dans un autre établissement. Donc, soyez vigilants. Je vous ai rappelé le petit guide Les bons réflexes que vous pouvez retrouver en page d'accueil sur parcoursup.gouv.fr. Et puis, je vous donne par exemple un petit exemple qui est dans le centre de l'intérêt des parents. Ce que l'on travaille, nous, c'est que toutes les formations qui sont sur Parcoursup, elles ont une interdiction absolue de vous demander des acomptes. Ça m'étonnerait que ce soit le cas des formations en dehors de Parcoursup qui vous demandent de payer dès le mois de février, alors même que vous n'avez pas encore le début des commencements de réponse de Parcoursup. Donc, voilà. Pesez le pour et le contre. Soyez vigilants. Et puis, si vous avez des questions à l'égard de ces formations, n'hésitez jamais à les poser. Vous avez un devoir de les poser, elles ont un devoir de vous y répondre. Autre question pour les candidats qui n'habitent pas l'Union européenne ou hors France, peut-on s'inscrire sur Parcoursup? Alors, quand on est hors de l'Union européenne, il y a deux situations en fait. Soit vous êtes inscrit dans un lycée français à l'étranger, le réseau des lycées français à l'étranger, et en fait vous serez considéré exactement comme un lycéen qui en France passe son bac français. Si vous n'êtes inscrit dans un lycée, ben, je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple au hasard, vous êtes au Chili et vous suivez avec nous ce webinaire, il doit être le début d'après-midi au Chili, donc vous voyez, c'est encore cohérent. Vous êtes dans un lycée chilien, vous allez passer le bac chilien et vous souhaitez venir en France faire des études supérieures. Vous en avez le droit de candidater sur Parcoursup. Alors, deux choses. Un, l'accès aux formations de l'université, ça ne sera pas sur Parcoursup que ça se passe, puisqu'il y a une plateforme dédiée, Études en France, sur laquelle vous devez avoir un candidat. En fait, les candidatures sont déjà passées, puisqu'il fallait candidater avant le début du mois de janvier. Deuxième chose, sur certaines formations sur Parcoursup, vous êtes limité dans le nombre de vœux que vous avez à faire. Par exemple, si vous voulez faire des vœux en BTS, ben, il y aura une limitation du nombre de vœux. Et puis, ce qui sera évidemment important et fera la différence, c'est que pour venir en France, vous aurez besoin d'un visa, évidemment, et ça sera à faire auprès du consulat. Donc, quand vous êtes étudiant étranger, il y a deux situations. Vous êtes en bac français ou pas en bac français, ça fait vraiment une grosse différence. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de faire des vœux sur Parcoursup. Il y a quelques règles spécifiques qui s'appliquent à vous.
de manière à ce que la différenciation se fasse. Vous devrez téléverser vos bulletins, parce qu'évidemment, on ne remonte pas les bulletins du bac chilien, si je reprends l'exemple que j'ai donné. Mais voilà à peu près la situation. Il y a une rubrique dédiée dans la FAQ de Parcoursup pour toutes les situations des candidats hors Union européenne. Je crois que c'est important que vous puissiez vous y référer et vous y reporter. Allez, une dernière question, on va attaquer la suite. Justement, par rapport, on va reprendre un petit peu l'outil par rapport aux formations. Savoir quelles sont vos sources de données sur les salaires et taux d'occupation à la fin des formations indiquées. Et deuxième question, euh, est-ce que les établissements, enfin, les formations prennent en considération aussi un quota de filles, un quota de garçons, l'origine géographique? Est-ce que vous pouvez nous informer dessus? Alors, sur la question de l'origine géographique, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai une diapo spécifique là-dessus, donc je me garde la réponse. Sur la question filles-garçons, il n'y a qu'une seule école sur Parcoursup qui a le droit d'avoir des quotas de filles pour accès aux formations. C'est une école d'ingénieurs qui est l'école polytechnique féminine de Cachan. Vous voyez, son objet social même induisait la nature de sa préoccupation de recrutement pour cette école. Pour le reste, c'est strictement interdit de faire des distinctions. Il y a simplement une distinction, mais vous conviendrez qu'elle est d'usage. Quand vous candidatez sur une classe prépa et qu'il y a un internat, il y a internat de filles, internat de garçons, évidemment, c'est distingué dans les candidatures et le traitement qui est fait sur Parcoursup. Sur la première question, qui était celle sur les sources de données pour les calculs des taux d'insertion ou de rémunération, enfin, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est très important, merci d'avoir posé la question. Ce ne sont jamais des données qui sont calculées par les formations elles-mêmes, avec une potion magique en termes de recettes pour calculer, vous voyez, c'est un calcul qui est fait de la même manière pour toutes les formations. Et je crois que c'est important, c'est un calcul qui est complètement indépendant de la formation et qui permet d'apporter donc une information qui est neutre et objective, qui est calculée par les services statistiques ministériels de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du ministère du Travail, voilà, qui croisent leurs données pour apporter une information utile au public. Parfait, je vous laisse continuer. J'ai déjà des questions pour Très après. bien. Alors, maintenant que vous êtes bien chaud, on va rentrer dans la phase qui est peut-être un peu plus ardue, mais là aussi, on aura un temps de questions-réponses de manière à pouvoir répondre aux questions les plus saillantes ou en tout cas à anticiper les points qui vous sembleraient pas clairs dans mon propos. Donc, s'inscrire et formuler des vœux et finaliser son dossier, c'est toute la période bleue qu'on a vue entre le 19 janvier et le 12 mars. Première diapo qui est simplement de photographie cette période-là. Je la commande pas, le PowerPoint vous sera envoyé et tout cela est évidemment indiqué en ligne. Diapo suivante, 19, c'est s'inscrire sur Parcoursup. On s'inscrit en se créant un compte et ensuite on crée son dossier à travers l'indication d'identifiant national élève pour tous les lycéens. Et puis pour les élèves des lycées français à l'étranger, c'est un identifiant qui est le numéro CICLAD, le numéro d'inscription au bac, qui vous sera donné par votre lycée. Je passe pas tellement plus là-dessus parce que j'avais déjà plus de 496 000 lycéens inscrits, je crois, quand j'ai regardé ce matin. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté en soi. Deux éléments sur lesquels j'insiste, qui sont dans le petit bandeau orange. D'abord, renseignez bien son numéro de portable, ça permet de recevoir les alertes envoyées par la plateforme Parcoursup. On en fait beaucoup tout au long de la procédure et je crois que c'est très utile. Et puis le deuxième conseil qui est vraiment aux parents, tuteurs légaux, très 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 important. Votre enfant fait pour la première fois son propre dossier. C'est une marche vers l'autonomie, la vie adulte. Voilà, c'est une transition. Vous leur avez donné des racines et des ailes et maintenant ils font leur dossier. C'est donc pas votre dossier. Par contre, vous avez le droit de renseigner vos coordonnées de mail et de portable dans le dossier de votre enfant. Je pense que c'est important parce que ça vous permettra, au moment où moi j'envoie des alertes, que vous receviez exactement les mêmes. Deuxième chose, je le dis, ça peut arriver dans des cas critiques. Ça existe dans les familles, des moments tendus de tension entre parents et enfants, des moments de tension entre les parents eux-mêmes. Quand vous avez une situation que l'enfant est mineur, qu'il a son dossier et puis que le dialogue est complètement rompu entre parents et enfants, les parents ont le droit de demander à Parcoursup l'accès au dossier.
parce que vous êtes les tuteurs légaux et que l'enfant est mineur. Évidemment, quand l'enfant est majeur, ça n'est plus le cas. On ne vous autorise pas à faire cette situation-là. Je l'évoque parce que j'ai toujours des fois des questions, mais vraiment, c'est pas la majorité des cas. C'est plutôt des exceptions lorsque vraiment ça va très mal, mais je me devais aussi de le signaler. Diapo 20, quelques principes pour formuler ses vœux, comme ça là on rentre dans le dur. D'abord, vous avez jusqu'à 10 vœux pour formuler des vœux sur les formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Ce sont des dossiers distincts dans le dossier de votre enfant. Vous faites les vœux comme vous voulez pour des formations sélectives ou non sélectives. Il n'y a pas de catégorie, vous n'êtes pas obligé de faire 5 et 5, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez finalement. Lorsque la formation l'a demandé, le vœu doit être motivé par une lettre de motivation, mais ça n'est pas systématique, c'est uniquement lorsque la formation l'a demandé. Ce qui est très important, c'est bien de retenir que les vœux n'ont pas besoin d'être classés. On ne vous demande pas de vous figurer qu'est-ce qui est mon choix 1, mon choix 2, mon choix 3. Aucun vœu n'aura un numéro en tant que tel, il n'y a pas d'importance relative. L'objectif, c'est d'éviter que vous auto-censuriez, parce que quand vous demande aux lycéens de faire une catégorie 1, 2, 3, 4, ils vont mettre en 1 ce qu'ils pensent pouvoir avoir plutôt que ce qu'ils ont envie de faire. Or, moi, mon objectif, c'est d'essayer d'ouvrir les chakras, permettre que les lycéens puissent accomplir leur projet en quelque sorte. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte pour l'examen du dossier. Ça veut dire que ceux qui vont se précipiter à 20 heures pour faire leurs 10 vœux n'ont pas plus de chance que ceux qui le feront dans 15 jours. C'est important parce que c'est pas une course de vitesse, Parcoursup, c'est pas premier arrivé, premier servi. Par contre, ce qui est important, c'est de faire ses vœux avant le 12 mars 2026, 23h59, heure de Paris. Évidemment, je vous conseille, je vous demande de ne pas attendre la dernière seconde pour faire des vœux, parce que là, vous mettez dans une situation de stress. Mais voilà, chacun doit trouver son rythme. Les vœux ne sont connus que de vous, c'est très important. La formation ne connaît que le vœu qui la concerne. Elle ne connaît pas le panier de vœux. Il n'y a que vous qui connaissez votre panier de vœux. Et mon conseil principal, c'est de diversifier les vœux et d'éviter impérativement de ne formuler qu'un seul vœu. Alors maintenant que vous avez bien photographié que vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, alors bien sûr, il y a un compteur de vœux sur Parcoursup et il y a même un compteur de sous-vœux, donc je vais vous parler des sous-vœux, c'est la diapo 21. Qu'est-ce que sont les sous-vœux? Les sous-vœux existent lorsqu'il y a ce qu'on appelle des vœux multiples sur Parcoursup. Les vœux multiples sur Parcoursup, si on passe à la diapo 21, merci, c'est pour prendre en compte la situation de formation qui peuvent regrouper des formations similaires. Je vous donne un exemple. Le vœu multiple BTS Management Commerce opérationnel, eh bien, il regroupe tous les BTS MCO à l'échelle nationale. Ça veut dire que quand vous faites un choix de BTS MCO, ça vous coûte qu'un seul vœu sur vos 10 et que vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées qui présentent cette formation en France. Vous voyez donc bien que même si je vous ai dit qu'il y a 10 vœux, les sous-vœux vous permettent de diversifier. Et ils permettent d'aller au-delà de 10 en quelque sorte. Et ce qui est très important, c'est que quand vous faites des vœux et des sous-vœux au mois entre janvier et mars, chacun donnerait lieu à une réponse distincte à partir du 2 juin lorsqu'on se retrouvera pour la phase d'admission. Donc, chaque sous-vœu correspond à un établissement différent et vous pouvez choisir plusieurs établissements. D'une manière générale, il n'y a pas de vœux multiples sur les licences. Il y a simplement une situation distincte pour le cas des PASS en Île-de-France. Les PASS, c'est les parcours d'accès aux études de santé, dans lequel vous avez un vœu PASS Île-de-France qui vous permet d'accéder aux 5 sous-vœux d'établissements universitaires franciliens qui proposent une formation de PASS. Et puis, une petite spécificité, quand vous êtes en IFSI ou en formation paramédicale, vous ne pouvez faire que 5 vœux multiples au maximum sur ces filières-là. Ça évite l'engorgement des candidatures. Diapo 22, il y a finalement, je vous ai dit, d'une manière générale, les licences, il n'y a pas de vœux multiples, il n'y a que la situation du PASS. Pour ce qui concerne les formations sélectives, il y a 2 types de situations. Il y en a une sur la diapo 22 et l'autre la diapo 23. Sur la diapo 22, c'est le cas des situations, vous voyez plusieurs formations, je ne les énumère pas toutes, vous les voyez, sur lesquelles vous pouvez faire jusqu'à 10 sous-vœux par vœu multiple et au total 20. J'essaye de donner un exemple un peu transversal. Votre enfant est intéressé par de l'informatique. Vous pouvez retrouver sur Parcoursup un BTS informatique, un but d'informatique et même une classe prépa informatique, elle s'appelle MP2I.
Eh bien, dans ce cas concret, si j'essaye de le donner une illustration concrète de ce que je viens de dire, ça veut dire que vous pouvez avoir au total jusqu'à 20 sous-vœux que vous répartissez comme vous voulez entre les 3 formations. Vous faites un vœu BTS informatique, un vœu but informatique, un vœu classe prépa informatique, ça vous fait 3 vœux, il vous en reste 7 au total. Mais vous pouvez distribuer comme vous le voulez les sous-vœux sur les... Peut-être que vous faites 10 sous-vœux sur la classe prépa informatique, et puis 7 et 3 entre BTS et but. Mais c'est vous qui choisissez l'équilibre. C'est important. Spécificité à l'internat, je l'ai mentionné en rouge. Dans les internats dans les classes préparatoires aux grandes écoles, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont des internats. Ça vous est spécifié sur la fiche Parcoursup. Et dans ce cas-là, lorsque vous choisissez le sous-vœu, en fait, vous pouvez choisir les deux, la formation avec et sans internat, et on vous compte que comme un seul sous-vœu. Donc, ça vous démultiplie encore vos possibilités. Moi, c'est vraiment un conseil. Si vous êtes intéressé par l'internat, choisissez l'internat, mais choisissez aussi la formation sans l'internat. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que plus vous diversifiez vos vœux et vous ménagez des possibilités entre le mois de janvier et le mois de mars, plus grande sera votre possibilité de choix en fonction des réponses lorsqu'on se retrouvera le 2 juin. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Diapo 23, c'est celle d'une situation très spécifique, qui est pour les IFSI, quelques instituts de formation paramédicale, et puis les écoles d'ingénieurs de commerce, mais aussi des réseaux Sciences Po ou d'écoles Veto. Eh bien là, dans ce cas-là, le nombre de sous-vœux est illimité. Et vous pouvez choisir tous les sous-vœux qui vous intéressent. Je prends par exemple 2 illustrations. Dans le concours Sésame, de ma mémoire, il y a 17 écoles qui sont rassemblées. Vous pouvez choisir jusqu'à 17 écoles. Dans le concours des écoles d'ingénieurs INSA, il y a 8 INSA qui sont distribués en France. Vous pouvez choisir comme vous voulez, de 1 à 8. Évidemment, le compteur des sous-vœux Parcoursup ne vous compte que là où c'est limité en termes de nombre. Mais chacun comprend bien que vous pouvez avoir un nombre de vœux qui peut être très important. C'est chacun en fonction de son choix. Alors, ça sert à rien de faire des sous-vœux qui vous intéressent pas. Faites des sous-vœux qui vous intéressent. Dans le concours des communs des écoles Veto, je crois que c'est jusqu'à 5 sous-vœux différents qui existent sur les écoles Veto. Vous choisissez entre 1 et 5. C'est évidemment des choix géographiques qui vont sans doute vous guider. Je prends une illustration très concrète sur la diapo 24. Si on y arrive, voilà. Vous demandez un BTS, métier de la chimie, dans 7 établissements différents. Dans votre dossier, ça compte pour un vœu, BTS métier de la chimie, et 7 sous-vœux qui correspondent aux 7 établissements. Vous avez encore 13 sous-vœux possibles dans ceux qui sont décotés dans la limite de 20. Autre exemple, vous prenez les concours, les recrutements, pardon, dans les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles d'infirmières, celle qui est rattachée à l'université Paris-Saclay. Il y a 7 instituts. Si vous choisissez 4 parmi les 7, dans votre dossier, ça sera un vœu. Il vous restera 9 vœux à faire et 4 sous-vœux qui correspondent aux 4 écoles ou instituts de formation en soins infirmiers qui sont rattachés à l'université Paris-Saclay. Rassurez-vous, pas besoin de compter sur vos doigts. Il y a dans votre dossier Parcoursup une petite vidéo, il y a un compteur de vœux, il y a une petite fiche. La petite vidéo, elle est très pédagogique pour vous expliciter comment vous vous y retrouvez dans le décompte des vœux, et toutes les formations sont évidemment là pour vous renseigner. Voyez bien que notre objectif, c'est de diversifier, donc il faut vraiment avoir cette préoccupation là maintenant. J'arrive maintenant à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'ai mis un peu de temps avant de vous répondre, qui était la question de la géographie. Y a-t-il une priorité géographique à prendre en compte? C'est la diapo 25 et on y arrive tout de suite. D'abord, une réalité à connaître. Dans Parcoursup, pour toutes les formations qui sont sélectives, il n'y a pas de secteur géographique. Vous pouvez candidater pour les formations qui vous intéressent, quel que soit le lieu où elles sont. Donc ça veut dire que vous candidatez à Paris, Brest, Mulhouse ou Nice, vous pouvez le faire. Pour les formations d'un appel non sélectif, les formations de l'université, les licences, LPE, PPPE ou PASS, eh bien pour ces formations-là, vous pouvez là aussi candidater là où vous le souhaitez. Mais attention, si ces formations sont en tension, c'est-à-dire s'il y a plus de candidats qu'il n'y a de places, eh bien il y aura une priorité qui sera déterminée par le recteur de l'académie pour les candidats qui habitent dans le secteur. D'ailleurs, quand tous vos enfants
veulent faire des vœux sur des formations de licence, l'information est apportée s'ils sont ou non du secteur ou pas du secteur. D'une manière générale, le secteur, c'est équivalent à l'académie. Vous êtes dans l'académie de Grenoble, vous résidez dans l'académie de Grenoble, eh bien, vous êtes prioritaire sur le secteur de l'académie de Grenoble. Il peut y arriver qu'il y ait des exemples où la géographie de Parcoursup est un peu différente de la géographie des académies. Je vous donne deux exemples qui sont très parlants. En Île-de-France, tous les lycéens, quelle que soit l'académie dans laquelle ils sont, donc Paris, Versailles ou Créteil, peuvent candidater sur toutes les universités de l'ensemble de la région Île-de-France où ils seront prioritaires. Très concrètement, ça veut dire que le périphérique n'est pas une frontière de l'enseignement supérieur. On est autant prioritaire pour aller dans une université parisienne que quand on habite Créteil, Montmorency ou Paris 5e arrondissement. Et puis il y a un deuxième cas, vous connaissez sans doute, hein, vous savez l'histoire du pont d'Avignon qui s'est effondré. D'un côté du pont d'Avignon, de l'ancien pont d'Avignon, on est dans l'académie d'Aix-Marseille où il y a l'université d'Avignon. De l'autre côté du pont et de l'autre côté du Rhône, on est dans le Gard et on a des élèves qui dépendent plutôt de l'académie de Montpellier. Eh bien, parce que ça serait quand même dommage d'obliger ces gamins à être prioritaires sur l'académie de Montpellier alors qu'ils sont en train de voir de leurs yeux en se levant le matin l'université d'Avignon, on les a rendus prioritaires pour accéder à Avignon. Votre point à bien avoir en tête, c'est que quand vous faites des vœux sur des formations de licence, on vous indique si vous êtes du secteur ou pas du secteur. Et dans la rubrique chiffre d'accès de la formation qu'on a vu tout à l'heure, vous avez tout en bas une information qui vous dit, pour l'année précédente, voilà les taux de priorité qui étaient affichés. Parfois, c'est des taux de priorité très importants. Je donne l'exemple. Si vous voulez aller à la licence de droit dans des universités en Île-de-France, eh bien, les taux de priorité pour les lycéens et étudiants qui sont de l'Île-de-France est de 97%. Ça veut dire qu'il n'y a sur 100 places proposées en licence de droit en Île-de-France que 3 places qui sont faites pour les extérieurs à la région Île-de-France. C'est ce qu'on voit dans la diapo 26 où j'ai explicité ces distinctions-là. Je le dis aussi parce qu'il peut y avoir parmi nous ce soir des candidats qui sont alors ressortissants français vivant à l'étranger, français ou étrangers étant dans un lycée français à l'étranger, ou encore candidats de l'Union européenne, tout cela vont être considérés comme prioritaires partout là où ils candidatent. C'est le bénéfice de fait de ne pas avoir d'université dans son territoire de résidence. Ben, partout où vous candidatez en France, vous êtes considéré comme du secteur. Diapo 27, un petit focus sur les vœux en apprentissage. C'est 10 vœux différents, en plus des 10 vœux que j'ai évoqués et des sous-vœux sur les formations sous statut étudiant. Le point important, c'est qu'il y a une rubrique spécifique dans votre dossier pour ces vœux en apprentissage. Et puis le point important aussi, c'est qu'il n'y a pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage. Vous n'êtes pas tenu par la date du 12 mars, transition toute faite avec la diapo 28, pour vous rappeler cette échéance importante. Dernier jour pour formuler vos vœux, le jeudi 12 mars 2026, 23h59, heure de Paris. On dit heure de Paris parce qu'il y a tous les pays du monde qui participent à Parcoursup et il faut se trouver une heure juste de paix. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, jusqu'au 12 mars 2026, 23h59, vous pouvez modifier la composition de vos vœux. C'est vous qui choisissez. Évitez de le faire au dernier moment, c'est un peu dommage. Mais évidemment, le 13 mars à 0h05, c'est terminé. Vous ne pouvez plus formuler de vœux. Et je ne fais pas de troc. Je suis sûr que vous m'en proposeriez un troc super intéressant, mais je n'en fais pas. Vous êtes trop nombreux. Donc il faut se tenir à cette date. Et moi, je fais une photographie finish. C'est ça qu'il faut retenir. On fait la photo finish le jeudi 12 mars 2026, 23h59, heure de Paris. À vous, Cognac G, pour une nouvelle série de questions. Maman d'un enfant de terminale, est-ce que je peux mettre mon numéro aussi dans le dossier d'inscription pour Oui, avoir le SMS? oui, votre mail et votre numéro de portable et vous recevrez les mêmes alertes que celles de mail. Et alors, très bonne question au bon moment. Quelques jours avant le 12 mars, je ferai des rappels aux candidats pour leur dire, attention, dans 2 jours, c'est la fin des vœux. Enfin voilà, n'oubliez pas. Évidemment, si vous êtes parent et que vous avez renseigné vos coordonnées, cette alerte-là, vous la recevrez aussi. Et donc,
Après, c'est vous qui décidez si le post-it, c'est papa ou maman qui la met sur le frigo, sur la porte d'entrée, sur la table de chevet, c'est chacun sa vie. Mais voyez à quel point c'est utile pour éviter une échéance que quelqu'un oublierait. Parfait, merci. On a eu quelques questions sur le concours Sésame. Est-ce que vous pourriez revenir dessus par rapport Alors, aux inscriptions aux écoles de commerce? alors je suis pas un spécialiste, hein, je l'ai cité comme ça d'exemple, mais d'une manière générale, je vais dire deux, trois petites choses. Euh, un, euh, toutes les inscriptions pour les formations des écoles de commerce, elles sont toutes sur Parcoursup. Quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, c'est là, allez bien regarder la rubrique modalités de candidature, vous y verrez quelles sont les modalités, y a-t-il des concours écrits, y a-t-il des épreuves orales avec des entretiens, y a-t-il les deux à la fois, et autre information, est-ce que la candidature est subordonnée, la confirmation de la candidature est subordonnée à un paiement de frais de dossier? Ça peut être le cas, c'est dans la rubrique modalité de candidature que vous le verrez. Alors, je précise deux choses qui vont sans dire, mais qui vont mieux en le disant. Un, on vous met un lien vers un organisme de paiement, mais Parcoursup touche 0 €. Évidemment, je ne suis pas là pour faire de l'argent, moi. La deuxième chose, c'est que Parcoursup ne décide jamais des frais de dossier. Ce sont les établissements ou une réglementation qui l'impose. Nous, notre objectif à nous, c'est de vous garantir la transparence sur ces frais de dossier, le cas échéant, qui sont à prévoir. Autre question toujours sur les dossiers d'inscription. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien le lieu de résidence de notre enfant qui compte et pas le lieu de résidence du lycée? Alors, c'est le lieu de résidence, enfin, des parents, et qui du coup détermine celui de l'enfant. Il y a juste une exception que je vous signale et qui est faite dans l'intérêt évidemment des jeunes. C'est lorsque un lycéen est scolarisé dans un lycée, qu'il fréquente un internat de ce lycée qui ne se situe pas dans l'académie de résidence de ses parents. Je vous donne l'exemple concret parce qu'autrement ça paraît nébuleux. Les parents résident dans l'académie de Clermont-Ferrand et leur enfant est scolarisé dans un lycée, il est en terminale dans un lycée à Lyon, Académie de Lyon. Euh, euh, c'est l'adresse de résidence de base des parents dans l'académie de Clermont-Ferrand qui est prise en compte. Mais nous allons prendre aussi l'adresse de son internat, parce que évidemment, dans son choix d'orientation post-bac, l'élève peut être partagé entre soit revenir dans le cocon familial et étudier dans l'académie là où résident ses parents, soit continuer et poursuivre en quelque sorte sa nouvelle vie sociale qu'il a commencé à faire dans son académie. Pour vous dire, parce que toutes les exceptions, Parcoursup ne connaît pas les petits nombres, c'est à peu près 10 000 lycéens en France qui sont dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on a considéré que c'était important de prendre en compte leur situation spécifique. Alors, si la question vient au bout des lèvres de certains en disant, mais moi, si sa grand-mère habite dans une autre académie, son cousin, son oncle, enfin, qui vous voulez, son meilleur ami, non, parce que là, à la fin, enfin, vous voyez, ça veut dire ça va partir dans tous les sens. Chacun va se trouver des amis ou des rencontres à faire pour trouver un changer de lieu de résidence pour entrer dans la priorité du secteur. Vous avez bien compris que c'était ça l'enjeu. Donc, d'une manière générale, c'est la résidence des parents qui est prise en compte. Lorsqu'on est un étudiant, c'est sa résidence d'étudiant indépendamment de ses parents, puisqu'on peut très bien être autonome, mais on est majeur. Et puis, dans le cas très spécifique des lycéens scolarisés avec un internat dans un lycée, on prend en compte les doubles situations. Je précise aussi, pour être complet sur la question, parce que ça vient forcément à l'esprit de certains d'entre vous, on peut tout à fait y avoir des situations de parents qui vont déménager. Et vous pourrez, dans votre dossier Parcoursup via la messagerie de contact, j'y reviendrai tout à l'heure, signaler des situations. Évidemment, les académies connaissent ces situations. Il y a des cas de divorce, il y a des cas de déménagement professionnel, il y a quand même des fois même des mutations. Moi, une fois, j'ai eu un président de tribunal de grande instance, il a été muté par décision ministérielle. Ben voilà, enfin, je veux dire, c'était du jour au lendemain. On sait prendre en compte ces situations. Tout ça se gère par la messagerie contact en lien avec les académies qui peuvent demander des justificatifs parce que si on croyait tout le monde sur parole, ça peut arriver que ce ne soit pas complètement absolument fiable. Je voudrais reprendre avec vous les vœux en apprentissage. Est-ce que mon enfant peut commencer à formuler des vœux en apprentissage même s'il n'a pas de contrat? Absolument, absolument.
Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils commencent à trouver un établissement de formation, qu'est le CFA, et puis le CFA est chargé de l'accompagner pour trouver un employeur d'apprenti. Il y a aussi directement dans son dossier l'accès à un site qui s'appelle La Bonne Alternance, qui est un site de France Travail, qui permet d'identifier des employeurs qui régulièrement font appel à des jeunes apprentis. Mais peut-être pour répondre et prolonger votre question, c'est important peut-être de dire à ce parent que on peut très bien, pour un même diplôme, peut-être faire le vœu en apprentissage et se sécuriser en faisant dans le même établissement un vœu sous formation statut étudiant. Ça permettrait de sécuriser la rentrée et puis ensuite de continuer à trouver un employeur. Évidemment, dans l'apprentissage, ce que vous comprenez bien, c'est que c'est aussi impacté par le niveau d'activité économique et la capacité des employeurs à embaucher. Il y a des périodes plus ou moins porteuses pour le recrutement de jeunes apprentis. Autre question, je suis en réorientation quelques années après avoir eu le bac. Est-ce que je dois postuler aussi sur Parcoursup? Alors, quand on peut se réorienter sur Parcoursup, il y avait en 2025 183 000 étudiants en recherche d'une réorientation sur Parcoursup. Pour l'essentiel des cas, c'est des gens qui ont eu le bac l'an dernier, voire 2 ans après. Mais il existe que ce soit dans d'autres situations. Quand on a le bac depuis plus de 6 ans, on ne demande même plus, nous, les notes dans le dossier scolaire, parce que ça n'a plus beaucoup de sens par rapport à votre dossier. Et je le précise, alors peut-être moins sur des situations où on est éloigné, mais encore que c'est possible de revenir sur Parcoursup, mais je le dis par exemple, il y avait une étude qui a été publiée il y a 2 semaines environ, une étude sur la réorientation qui était très intéressante parce qu'elle montrait que la réorientation qu'on a trop longtemps dans notre pays identifiée à de l'échec, c'est un facteur de rebond et de réussite. C'est-à-dire que durablement, on peut avoir des étudiants qui, en réorientation, réussissent mieux que ceux qui ne se sont pas réorientés. Donc voilà, il faut changer notre regard collectif sur la réorientation et Parcoursup y participe. Eh bien, parfait, je vais vous laisser continuer. Parfait. Donc là, maintenant, vous avez tout compris sur comment on fait des vœux. Vous avez bien compris que c'est jusqu'au 12 mars 23h59. Maintenant, on va venir à la question de la confirmation des vœux. Qu'est-ce qui se passe entre le 12 mars et le 1er avril? Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier sur Parcoursup? Ça n'aura plus de secret d'ici une demi-heure. D'abord, après avoir formulé vos vœux jusqu'au 12 mars, vous devez finaliser votre dossier et confirmer des vœux. Finaliser son dossier, ça veut dire que il faut compléter son dossier pour remplir les rubriques qui sont obligatoires. Vous avez la rubrique autres projets dans laquelle vous nous indiquez, par exemple, si vous avez d'autres projets en dehors de Parcoursup, la lettre de motivation, les pièces complémentaires, la rubrique activité centre d'intérêt. Je vais y revenir dans quelques slides juste après. Et puis ensuite, vous confirmez vos vœux. Point important à retenir, un vœu qui n'est pas confirmé avant le 1er avril 2026, 23h59 ne sera pas examiné. Donc, il y a bien 2 dates à retenir. Le 12 mars, fin de la formulation des vœux. Le 1er avril, c'est la deuxième étape, fin de la confirmation des vœux et de la complétude des dossiers. Diapo 30, j'arrive à la lettre de motivation, un sujet de débat national, très intéressant, mais que je vous dis avec mon opinion à moi. On a évoqué tout à l'heure, il y avait une question que Mme Coquelet m'a reproduite qui était est-ce que c'est obligatoire d'aller sur Parcoursup? Non, c'est pas obligatoire d'aller Parcoursup et l'enseignement supérieur n'est pas obligatoire. Mais d'où l'importance de la motivation. Quand on va faire des études supérieures, il faut quand même qu'on ait de la motivation pour une raison toute simple, c'est que c'est la motivation qui est le moteur de la réussite. Il ne faut pas se tromper là-dessus. La lettre de motivation n'est pas obligatoire dans toutes les formations, c'est la formation qui l'a demandé. Et elle sert à expliciter la compréhension, la connaissance que le candidat a de la formation et d'apprécier son intérêt, sa capacité à s'y épanouir. C'est 1500 caractères, hein, c'est pas plus. Et puis la lettre de motivation, elle est personnelle. Alors tous les parents peuvent accompagner, aider leurs enfants. Il n'y a pas de crime, enfin évidemment là-dessus. C'est plus dommage quand c'est le parent qui rédige sa lettre de motivation à la place de son enfant. Bah, vous voyez, je pense que vous savez faire. L'objectif, c'est pas que vous exerciez, c'est plutôt votre enfant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la lettre de motivation, c'est pas un exercice de rhétorique, c'est pas un exercice de est-ce que je connais le mieux la formation, c'est un exercice personnel. Et moi, mes collègues qui travaillent dans l'enseignement supérieur me le disent très régulièrement. Ce que nous attendons, c'est un exercice sincère, simple et concret qui permette
de s'assurer que le candidat a bien compris là où il va mettre les pieds. Alors évidemment, ChatGPT sait faire des superbes lettres de motivation. Simplement que c'est des lettres de motivation qui ne nous intéressent pas et qui n'ont pas d'intérêt parce qu'elles sont là sur un discours très théorique alors que ce qu'on demande, c'est du concret. On demande un ressenti individuel et pas une expression rhétorique. Donc voilà, faut pas se tromper d'exercice. Par ailleurs, ça se voit. 2 points à avoir en tête. Dans les candidatures pour les formations en soins infirmiers, je le signale parce que c'est quand même 116 000 candidats, donc quasiment un candidat sur 10 est candidat dans les formations en soins infirmiers sur Parcoursup. La lettre de motivation est de 4500 caractères. Il y a un guide parce que, évidemment, c'est important quand on veut aller vers ces formations-là, exigeantes, d'avoir bien compris leur sens. Il ne suffit pas d'être une tête bien faite et bien pleine. Il faut aussi avoir compris le sens de ce métier-là et de la formation qui est associée. Nouveauté 2026, lorsque des formations demandent la lettre de motivation, on leur a demandé d'indiquer aux candidats dans leur dossier, est-ce qu'il y a une lecture systématique de toutes les lettres de motivation, parce que c'est un élément absolument essentiel de l'analyse des candidatures. Et puis il y en a d'autres qui vous diront qu'elles ne les lisent pas toutes, parce qu'elles s'en servent soit pour compléter une analyse de dossier, soit pour départager une candidature entre plusieurs candidats qui sont équivalents. Donc je crois que c'est important d'avoir cela en tête. Alors, il y aura peut-être des petits malins qui essaieront de nous mettre une recette de gâteau russe, de gâteau chinois, de je sais pas ce qu'ils voudront. Oh, ça les fait sourire 5 minutes. Moi, ça me fait pas spécialement rire parce que je pense que c'est des candidats qui se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Que Parcoursup et toutes les formations n'ont pas lu toutes les lettres de motivation, mais je vous l'ai dit, il y en a certaines qui vont vous dire explicitement, on les lit pas toutes. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et puis, il y a une forme de respect à avoir pour les enseignants du supérieur qui lisent ces lettres, de manière à ce qu'on respecte aussi leur travail d'analyse. Dernier point, dans chaque dossier de candidat, il y a une petite vidéo faite par un collègue qui est directeur d'IUT. Il y a une petite fiche méthodologique pour savoir comment on fait une lettre de motivation. C'est un exercice qui est un peu formel, mais qui en même temps quand même permet, chacun le sait, enfin vous les parents qui êtes là, le retour à l'écrit, ça permet quand même un peu de savoir où on en est. Et je crois que c'est pas complètement inutile pour vos enfants. Diapo 31, on passe à la rubrique autres projets. Il s'agit simplement de nous dire, c'est une rubrique obligatoire, est-ce que vous candidatez hors Parcoursup? Cette information, elle ne sera jamais communiquée aux établissements de formation. C'est uniquement pour l'équipe Parcoursup pour savoir, voilà, qui dans les candidats, c'est quoi leur centre d'intérêt. Diapo suivante, la rubrique activités et centres d'intérêt, qui est une rubrique facultative qui permet de renseigner des informations qui ne sont pas liées forcément à la scolarité. Vous avez une activité extrascolaire, culturelle, sportive, artistique, vous avez fait un petit job, vous avez fait des stages qui vous ont éclairé votre choix d'orientation, c'est important de l'indiquer, ça a du sens. Vous avez des engagements dans la vie lycéenne, associative, sportive, service civique, cordée de la réussite ou autre, là aussi dites-le nous. Ça peut être un élément d'atout pour se démarquer, pour valoriser en quelque sorte, en complément de la lettre de motivation, ce qui vous motive pour aller vers le supérieur. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça sert à rien de s'inscrire à partir de demain matin au cours de poney, de piano ou de violon. Hein. Enfin, je veux dire, ça changera pas votre destin. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est de faire parler certains jeunes qui ont tendance à considérer qu'ils ne sont que des lycéens, alors qu'ils sont bien autre chose. Je donne un exemple et qui existe, hein, cet exemple. Vous avez dans votre famille la maîtrise d'une langue familiale que vous n'avez pas apprise à l'école. Ben, évidemment que c'est une plus-value, évidemment que ça construit votre parcours. Vous avez avec vos parents voyagé beaucoup. Évidemment que ça a nourri à la fois vos espoirs, vos projets, votre curiosité intellectuelle. Voilà, ces éléments-là, c'est pas que les notes d'un dossier Parcoursup. Évidemment, ça serait trop simple de résumer, c'est qu'une question de notes. Eh bien, qui vous êtes est aussi quelque chose qui importe parce que ça fera aussi partie de votre bagage quand vous serez un étudiant. Diapo 32, une petite spécificité, je la mentionne comme ça pour témoignage, 33, pardon, c'est une attestation de passation d'un questionnaire sur les vœux quand on veut faire des vœux en licence de droit. Il y a un questionnaire obligatoire à faire sur le site Avenir de l'ONICEP. Vous en retirez une attestation de passation que vous joindrez dans votre dossier. Je précise que le résultat n'est fait que pour vous. Il n'est jamais communiqué pour l'examen des candidatures aux universités. Il est fait pour que les lycéens s'interrogent est-ce qu'ils ont bien compris ce que sont les études de droit. Parce qu'il arrive que on veuille faire avocat parce que, allez, disons-le simplement, sur les séries Netflix, c'est quand même super d'être avocat. La première année de la licence de droit, c'est un peu hard. Hein. Là,
On n'est pas encore vraiment avocat. Donc, il faut avoir bien compris ce cheminement qui vous mène jusqu'à l'exercice d'un métier. Diapo 34. Un point important, vous ne m'avez pas encore posé la question, je m'inquiète. Qu'est-ce que la césure? Mais forcément, il y a des parents qui l'ont en tête. Je vais distinguer la césure pour que les choses soient bien claires de l'année sabbatique. Vous prenez une année sabbatique ou votre enfant veut prendre une année sabbatique après le baccalauréat, il part au Groenland. On en parle beaucoup en ce moment du Groenland pour je sais pas quoi, moi il a un intérêt scientifique pour ce territoire et il part indépendamment de toute relation avec un établissement supérieur. Enfin, c'est une année sabbatique et puis il va y apprendre des choses. Évidemment, l'année suivante, il peut revenir sur Parcoursup. Deuxième situation, vous voulez faire une césure. La césure, ça veut dire que vous allez être un étudiant inscrit sur Parcoursup et que vous allez simplement suspendre votre temps d'enseignement pour réaliser une autre activité. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule forme de césure, c'était pour faire un projet personnel ou professionnel. Vous faisiez un service civique, vous faisiez une activité d'auto-entrepreneur. Donc, vous faites bien votre dossier sur Parcoursup, vous candidatez à une formation, vous nous indiquez sur Parcoursup, vous verrez, il y a une petite case sur la césure, c'est « je suis intéressé à faire une césure ». On ne transmet absolument pas cette information aux formations d'accueil au moment où ils examinent le candidature. Mais quand vous avez choisi le BTS métier de la chimie à Tourcoing, c'est ça qui vous intéresse, eh bien on transmet au lycée à Tourcoing le fait que vous avez demandé à faire une césure. L'établissement va regarder et s'il accepte votre projet de césure, vous serez bien un étudiant du BTS de Tourcoing, mais vous pourrez partir pendant la durée de votre césure et revenir ensuite dans votre formation sans avoir à repasser par Parcoursup. Votre place, on va la garder au chaud. Évidemment, si à l'issue de votre temps de césure, quand vous revenez au bout d'un an, vous vous dites le BTS métier de la chimie de Tourcoing, c'est plus mon avenir, j'ai décidé de changer parce que ce que j'ai appris dans ma période de césure m'a fait changer, ben vous avez le droit sur Parcoursup de revenir et de candidater sur d'autres types de formations. Il vous appartiendra alors de valoriser votre projet, ce que vous avez fait pendant votre année de césure. Et puis je fais un point spécifique que j'ai mis en rouge parce que c'est une nouveauté qui n'a échappé à personne. Le service national est maintenant rétabli, sera rétabli au cours de cette année, et vous pouvez demander à faire une césure qui sera de plein droit pour exercer votre engagement de service national. Alors, je veux dire les choses de manière très claire. Si vous êtes intéressé par un service national, première chose, d'abord, vous candidatez auprès du ministère des Armées. Ce n'est pas sur Parcoursup qu'on candidate pour faire son service national. Donc, vous candidatez sur le ministère des Armées, c'est lui qui vous répondra, vous êtes admis ou pas. Deuxième chose, vous faites vos vœux sur Parcoursup, vous choisissez les établissements qui vous intéressent jusqu'au 12 mars, comme on se l'est dit, et avant le 1er avril, si vous avez candidaté au ministère des Armées, eh bien, cochez la petite case, je suis intéressé pour faire une césure pour réaliser mon service national. Et puis, si vous avez les résultats positifs du ministère des Armées, eh bien, vous choisissez votre établissement de formation. Là, ce coup-là, c'est l'université de droit à Agen, il y en a une. Vous êtes intéressé par cette formation, eh bien vous vous inscrivez à Agen, mais simplement l'établissement à Agen sera informé que vous avez demandé une césure pour faire votre service national. Vous partirez faire votre service pendant 10 mois et on vous garde la place au chaud, vous la retrouvez quand vous revenez. Voilà, je préférais faire ce petit topo parce que c'est toujours une question qui m'est posée par les parents. Évidemment, on peut y revenir. Point important sur la diapo 35, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup ? D'abord, ce que vous retrouvez à droite, les bulletins scolaires, notes de baccalauréat, de l'année de première, de l'année de terminale, évidemment, bulletins scolaires de premier ou deuxième trimestre ou de premier semestre, selon l'organisation qui a été décidée par votre lycée. On y retrouve aussi des informations sur votre parcours spécifique. Alors, j'ai oublié de le mettre, il faudrait que je l'ajoute l'an prochain. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes en section européenne binationale ou bac français international, vous participez à une cordée de la réussite dans votre lycée, vous allez passer d'ici le mois de mars votre certification des compétences numériques PIX, tout ça remontera dans votre dossier. Et puisque vous avez à gauche des éléments que vous allez produire vous-même, par exemple, la rubrique activité centre d'intérêt, on en a parlé, la lettre de motivation, on en a parlé aussi, les pièces spécifiques ou formulaires. Par exemple, si vous faites des vœux sur les formations de STAPS, dans le dossier Parcoursup, il y a un petit questionnaire. Par exemple, si vous êtes intéressé par les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, eh bien, vous avez une production
un book, en quelque sorte, qu'à constituer, exprimant votre créativité artistique. Même chose pour le BTS photo, par exemple. Et puis, vous avez la fiche à venir renseignée par les enseignants du lycée. Je vais d'abord me faire un petit focus sur les bulletins et ensuite on parle de la fiche à venir. Si on peut passer à la diapo 36. Qu'est-ce qu'il y a dans les bulletins? Les bulletins, d'une manière générale, sont remontés par votre lycée. Enfin, c'est plus qu'en général. Parcoursup remonte chaque année 40 millions de notes. C'est vous dire que c'est assez massif. On y remonte la moyenne de l'élève par discipline, le positionnement de l'élève dans son groupe classe, rang de l'élève, moyenne du groupe, moyenne la plus haute, moyenne la plus basse, les appréciations trimestrielles et semestrielles de chaque enseignant pour sa discipline. Vous touchez du doigt à travers ce que je vous mets, deux choses. Un, les appréciations, c'est important aussi. Au moins autant que les notes. Dans certaines formations, comme par exemple les classes prépa, on a une attention particulière aux appréciations faites par les enseignants, parce que ça dit beaucoup de choses aussi de vous. Deuxième chose, vous voyez, rang de l'élève, moyenne du groupe, moyenne la plus haute. Parce qu'évidemment, si vous avez 14 de moyenne dans la discipline, mais que toute la classe a 14, c'est pas la même chose que si vous avez 14 et que le reste de la classe a 10 de moyenne. Vous mesurez bien la différence. Vous avez vu que là, j'ai employé la notion de groupe plutôt que la notion de classe, parce que, évidemment, la notion de classe dans le bac général en particulier, a un peu explosé du fait de la création des enseignements de spécialité. Attention aux fake news, alors je vous dis ça, mais en plus c'est vrai. J'étais avec le ministre jeudi dernier dans un lycée à Fontainebleau, très sympa, accueilli par les lycéens de la communauté éducative et les enseignants, évidemment. Et il y avait une question sur les absences. Est-ce que toutes les absences, mes retards, vont être remontées? Il y avait un élève, il avait visiblement des problèmes de bus dans son territoire. Et donc, je confirme, Parcoursup ne remonte pas la case qui se trouve sur Pronote dans lequel il y a les absences. Mais évidemment, je vous le dis, si jamais il y a des enseignants qui, dans leurs appréciations, sont conduits à donner des éléments sur votre ponctualité ou en tout cas votre persévérance exprimée via votre ponctualité, ben ça sera dans votre dossier Parcoursup. Sauf cas particulier, il n'y a pas de saisie à réaliser puisque les éléments sont remontés automatiquement. Parcoursup vous enverra un message vers la fin du mois de mars pour vous dire ça y est, les lycées ont remonté les notes, vous pouvez les vérifier dans votre dossier Parcoursup. S'il y a une petite erreur, vous le signalez à votre établissement. Il corrigera de lui-même pour faire une remontée à nouveau sur Parcoursup. Point important pour les lycéens, j'ai évoqué qu'on doit confirmer ses vœux avant le 1er avril. Vous ne pourrez pas confirmer vos vœux tant que votre bulletin scolaire ne sera pas renseigné dans votre dossier. Donc c'est un point important, une garantie que votre dossier soit complet. Diapo 37 sur la fiche à venir, objet des fois de fantasme de la part des parents, et là-dessus je veux vous rassurer. Qu'est-ce que c'est que la fiche à venir? C'est une fiche qui est renseignée par les enseignants, par l'équipe éducative du lycée. À l'issue du conseil de classe, il y a des appréciations qui se font avec bienveillance et confiance, évidemment. Pour chaque lycéen, il y a une fiche à venir, renseignée par le lycée et versée au dossier de l'élève, avec l'appréciation spécifique des professeurs par discipline, lorsqu'elle est distincte de l'appréciation portée par chaque trimestre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une plus-value. Donc ça, ce sont les enseignants qui ont la main et qui décident s'ils apportent un complément ou pas spécifique sur cette fiche à venir. Les appréciations du professeur principal qui portent sur 4 champs de compétences transversales, donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas rapport avec la diversité des vœux. De la même manière que les appréciations par discipline, c'est en fonction de la discipline. Là, c'est des appréciations transversale, méthode de travail, autonomie, capacité à s'investir dans le travail, engagement et responsabilité pris par l'élève. Ça permet d'éclairer aussi les formations post-bac. Et puis, in fine, il y a un avis du chef d'établissement qui, lui, est sur la capacité à réussir pour chaque vœu de manière différenciée. Évidemment, ça peut être une appréciation très positive sur certains vœux, puis une appréciation plus modérée dans d'autres quand il n'y a aucune cohérence entre le parcours de l'élève au lycée et son choix de vœux. La fiche à venir, elle n'est pas consultable par les parents et le lycéen pendant que les enseignants et le chef d'établissement la remplissent. Vous imaginez bien que je ne veux pas vous conduire à vous pencher par-dessus l'épaule de l'enseignant ou du proviseur. Ce ne serait pas de bon goût. Par contre, à partir du 2 juin, vous aurez visibilité sur la totalité des appréciations renseignées par les équipes éducatives. Et moi, je veux vous rassurer, il n'y a pas de secret dans les fiches à venir. 1, parce que ça sera transparent à compter du 2 juin. 2, parce qu'en 8 ans, j'ai jamais vu de situation dans laquelle on découvre des choses absolument dont on n'avait jamais entendu parler. Je crois qu'il y a une forme de cohérence. Faites confiance à vos professeurs et proviseurs. Ils ont cette expérience-là. Et c'est important qu'ils gardent une main. C'est important qu'il y ait de l'appréciation
qualitative et que le dossier ne soit pas simplement une question de notes, que ce soit aussi des éléments d'appréciation de la part des équipes enseignantes. Diapo 38, un petit focus qui me paraît aussi important, parce qu'il y a légitimement des questions des parents. Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant en situation de handicap? Alors, je le dis aussi, et mon collègue pourra même vous mettre dans le fil de discussion le lien du petit webinaire qu'on a fait mercredi 28 janvier avec l'ONICEP et l'association Droit au Savoir, dans lequel on a répondu à des questions spécifiques sur la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Première règle qui est fondamentale dans Parcoursup, on peut candidater sans avoir à indiquer d'aucune façon son handicap. Moi, je m'intéresse au destin des lycéens qui veulent devenir des étudiants, je ne m'intéresse pas à la situation de chacun d'entre eux et à sa diversité. Donc, vous pouvez tous être candidat et vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez une situation de handicap. Et d'ailleurs, la discrimination à raison du handicap est strictement interdite. Si quelqu'un parmi vous devait y être confronté, vous n'hésitez pas, vous prévenez Parcoursup et moi je ferai mon travail, c'est de communiquer aux autorités compétentes une situation dans laquelle il y a un soupçon de discrimination à raison du handicap. Il faut être très clair et les formations sur Parcoursup s'engagent à ne pas avoir ce type de discrimination. Deux, j'ai dit qu'on n'est jamais obligé de dire, mais je suis aussi un pragmatique. Sur les coordonnées, sur les fiches Parcoursup, vous avez une rubrique qu'on a vue tout à l'heure qui était à l'extrême droite, la 6e, qui est contacter l'établissement. Et bien dans chaque fiche de formation Parcoursup, vous avez les coordonnées d'un référent handicap qui permettent aux parents d'aller dialoguer. Avec toujours cette question de fond, mon fils ou ma fille a eu un accompagnement au lycée, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il en aura un demain? Est-ce qu'il prendra la même forme? Et pour éclairer les formations post-bac, vous avez la possibilité dans Parcoursup de renseigner une fiche de liaison dans le dossier Parcoursup de votre enfant. Cette fiche est facultative et je le précise, elle ne sera jamais, jamais, jamais transmise aux formations au moment où elles examinent le dossier. Donc vous pouvez la renseigner en toute sécurité. Par contre, au moment où votre enfant aura choisi son établissement, eh bien, il pourra demander à Parcoursup de transmettre au référent handicap de l'établissement finalement les aménagements dont vous avez bénéficié au lycée. L'objectif, c'est quoi? C'est que le dialogue se nourrisse le plus tôt possible, dès le mois de juillet, entre l'établissement, le futur établissement d'accueil et puis le candidat qui sera un étudiant, de manière à organiser la rentrée étudiante et pas attendre le dernier moment pour s'apercevoir qu'il y a une difficulté sur tel type d'aménagement d'études, par exemple. Je le précise aussi pour les candidats en situation de handicap. À partir du 2 juin, s'ils n'ont pas eu de formation et s'il y a une situation très particulière, ils peuvent demander au recteur, depuis leur dossier Parcoursup, de réexaminer leur situation pour prendre en compte leur situation spécifique et leurs besoins spécifiques. Diapo 39, un petit rappel. Dernier jour pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux, le mercredi 1er avril. Là aussi, pour faire écho à l'échange qu'on a eu avec un parent tout à l'heure, si vous avez renseigné vos coordonnées de mail et de portable, vous serez évidemment destinataire du petit rappel. Et quelques jours avant le 1er avril, j'enverrai à tous les lycéens et donc à leurs parents qui ont renseigné leurs coordonnées un petit récap pour savoir pour chacun des vœux formulés, où il en est, qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour confirmer son dossier et confirmer ses vœux. Je rappelle que un vœu qui n'est pas confirmé au 1er avril n'est pas un vœu qui sera transmis à l'examen des candidatures par les formations d'accueil. On refait une petite pause là avant de dérouler la fin avec quelques conseils. Merci. Du coup, on va reprendre le dossier. On a quelques questions sur l'anonymat des lettres et plusieurs questions nous ont été envoyées sur le fait que lors des visites, lors des portes ouvertes, les formateurs ont demandé aux jeunes de faire des attestations, enfin, leur ont donné des attestations de présence à mettre dans leur dossier Parcoursup. Comment faire dans ce cas-là, puisqu'on n'a plus Alors, il n'y a, l'anonymat? y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace pour téléverser des attestations de présence. Voilà, je le dis aussi simplement que ça. Vous n'êtes jamais tenu de renseigner vos coordonnées, vous n'êtes jamais tenu dans votre lettre de motivation de mettre votre nom, on vous le déconseille d'ailleurs, voilà. Ça reste anonyme, la procédure. Il y a 3 exceptions à l'anonymat, mais encore une fois, c'est pas une exception pour qu'on utilise le nom en particulier. C'est les 3 situations, c'est quand vous faites un vœu pour une école de commerce ou d'ingénieur qui fait un concours et qui va vous convoquer, c'est bien d'avoir le nom.
Deux, si vous êtes candidat à un internat, là aussi, ces éléments-là sont utiles puisqu'on va apprécier votre localisation géographique par rapport à l'internat, on va apprécier si vous êtes une fille ou garçon, on va aussi apprécier l'âge, la question de l'âge, parce qu'on privilégie les jeunes, les plus jeunes évidemment, pour attribuer les places d'internat. En fait, dernière situation, les vœux en apprentissage. Les vœux en apprentissage, lorsque finalement, en quelque sorte, vous avez devoir contacter un employeur d'apprenti qui a besoin de savoir qui vous êtes. Peut-être pour revenir sur la situation, rien ne vous empêche, bien au contraire, mais vous n'avez pas besoin d'une attestation en tant que telle, dans votre lettre de motivation, d'expliciter. Moi, je vous encourage à le faire. Votre enfant est allé à une journée porte ouverte, il en a recueilli des éléments qui lui permettent de faire un document concret sur qu'est-ce qu'il a compris de la formation, ce qu'il a ressorti en quelque sorte de l'échange qu'il a eu avec les étudiants, avec les enseignants, qui lui ont permis de mieux comprendre et de mieux s'inscrire dans ce projet-là. Donc, vous voyez, je veux dire, il n'y a pas de place pour des attestations de présence en tant que telles, mais vous pouvez valoriser dans vos lettres de motivation le fait que vous êtes allé à des journées portes ouvertes et que ça vous a enrichi et permis de mieux comprendre le sens de la formation. On va revenir sur les notes. C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que Parcoursup apprécie le lycée d'origine ou non? Non. Parcoursup connaît tous les lycées d'origine de France. Je vous donne un chiffre, puis j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a 93% des lycéens de l'an dernier qui ont eu au moins une proposition, donc 93% sur 650 000. Ils venaient pas tous du même lycée. Je vous apporte pas un scoop. Donc en fait, il y a tous les lycéens de tous les lycées de France qui reçoivent des propositions d'admission. En fait, le sujet qui se cache derrière cette question du nom du lycée, c'est la question de la différence dans les notations. Notation de contrôle continu. Mais vous savez, parce que vous avez été comme moi aussi lycéen, c'est que parfois la différence de notation, elle existe même au sein d'un même lycée entre plusieurs enseignants enseignant la même discipline. Et que l'enjeu du travail qu'a engagé le ministère de l'Éducation nationale et que moi j'appuie, c'est l'enjeu des projets d'évaluation d'établissement dans lequel on crée des principes communs sur l'évaluation des notes. C'est ça le vrai sujet. Et si l'information sur le nom du lycée figure dans le dossier Parcoursup, ça n'est pas un élément à partir desquels on peut construire des discriminations pour prendre que des lycéens de ce lycée et pas des lycéens d'un autre lycée. De la même manière, je devance une question larvée, il n'y a pas de distinction entre un lycée public et un lycée privé sous contrat. Il n'y a pas de lieu de distinction à avoir. Tout le monde, dans ces deux cas, respecte le programme d'enseignement défini nationalement. Toujours au sujet des notes, est-ce que les notes du troisième trimestre ou du deuxième trimestre sont-elles mises sur Parcoursup? Alors, les notes du premier et deuxième trimestre ou premier semestre sont évidemment renseignées avant la fin du mois de mars et vont être utiles à l'appréciation de Parcoursup pour l'examen des candidatures qui se déroulent en avril-mai. Pour les notes du troisième trimestre, qui arriveront plus tard, les lycées, nous les remonterons au début du mois de juin et elles pourront être utiles pour la phase complémentaire de Parcoursup, j'y reviendrai dans quelques instants, de même que les notes de baccalauréat qui arriveront le 7 juillet seront incrémentées dans le dossier de Parcoursup. Et on a évoqué tout à l'heure la question des étudiants en réorientation. Un étudiant en réorientation qui, par exemple, a passé le bac l'an dernier et se cherche à se réorienter cette année, il peut, dans son dossier Parcoursup, voir ses notes de bac, puisqu'évidemment, par définition, à la différence du lycéen, il a déjà ses notes de bac. Dans les activités que l'on peut renseigner, est-ce que vous conseillez de donner des attestations? Par exemple, j'ai Non. mon fils qui... Alors, il peut y avoir, je crois que c'est quasiment qu'en STAPS, parce que le poids de ces activités, ces expériences est particulièrement important, où ils demandent des attestations. Pour le reste, on ne demande pas d'attestation. Par contre, il y a une charte du candidat sur Parcoursup auquel le candidat s'engage à la sincérité. Et un candidat qui se verrait un peu plus beau, vous voyez, qu'il n'est, ou en tout cas plus riche d'expérience qu'il n'est, la formation, chacune des formations au moment de l'inscription, a la capacité de vérifier ce qui a été indiqué. Et si elle s'apercevait d'un candidat qui s'est vu plus riche qu'il n'était, elle a la capacité de renoncer à son droit d'inscription. Et Parcoursup peut faire des actions en termes de fraude. Voilà, moi je l'ai fait sans état d'âme. Il y a un principe de sincérité que doivent respecter l'ensemble des lycéens. Donc pas d'attestation pour ne pas charger inutilement le dossier, mais en même temps un devoir de sincérité.
Nous avons parlé tout à l'heure des élèves à besoins éducatifs particuliers. Qu'en est-il des enfants qui sont malades lors de l'année de Alors, terminale? c'est exactement la même considération. Il peut y avoir, vous savez, je ne l'ai pas évoqué, mais je le signale à cette occasion, il y a une petite rubrique dans la scolarité du candidat qu'on peut renseigner, là aussi qui est facultatif, qui est éléments liés à ma scolarité. Et je devine dans votre question, parfois, par exemple, un élève qui a été hospitalisé, qui n'a pas de note au premier trimestre. Eh bien, vous pouvez le dire. À ce moment-là, vous faites le choix de le dire aux formations pour expliciter, pour montrer que c'est pas un trimestre blanc. C'est pas que vous avez été absent par négligence. Vous avez été absent pour des considérations de santé. Donc, vous pouvez le renseigner. C'est un choix un peu individuel, mais évidemment, dans tout ce que j'ai indiqué sur les élèves à besoins particuliers, la terminologie, c'est handicap ou situation de santé invalidante. Autre question autour de la césure cette fois-ci. J'ai mon enfant qui souhaite partir étudier à l'étranger. Est-ce que je peux demander une année de césure sur une formation en France pour Oui. avoir un droit au remords pour l'année suivante? En fait, vous pouvez, donc, dans le cas d'un départ à l'étranger, vous pouvez très bien partir à l'étranger sans être inscrit en France. Et puis, vous pouvez partir à l'étranger en étant inscrit en France. Je pense que ça se discute à votre établissement. Si vous partez dans le cadre d'une césure où vous êtes inscrit en France et vous partez sur une autre formation, alors à mon avis, c'est moins courant. Mais à ce moment-là, vous êtes en césure. Par contre, peut-être que c'est pas une question de césure, mais par contre, l'année prochaine, l'année suivante, vous pouvez revenir sur Parcoursup et indiquer ce que vous avez fait pendant un an dans un autre établissement de formation à l'étranger. Si vous êtes en Europe, alors c'est programme Erasmus, par exemple, mais je ne suis pas complètement certain que le programme Erasmus soit dès la première année post-bac. J'ai un petit doute. On a quelques questions aussi sur les statuts un petit peu particuliers comme les sportifs de haut niveau. Vous avez parlé tout à l'heure du bac français international. Est-ce que tout ça est directement renseigné par Parcoursup via l'établissement? Alors, il y a deux temps différents. Alors, jeudi, j'ai fait une visio hier soir avec les sportifs de haut niveau et j'en fais une demain avec les encadrants des sportifs de haut niveau. Donc, on fera un petit point sur la page Parcoursup pour relayer toute cette information. C'est important. Deux choses différentes. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous avez la possibilité sur Parcoursup d'identifier les formations qui ont prévu des aménagements. Ça, c'est à travers les filtres du moteur de recherche. Et puis, on vous demande de renseigner votre numéro qui s'appelle PSQS, un truc comme ça, qui est votre numéro de sportif de haut niveau, en quelque sorte. Histoire de vérifier que vous êtes vraiment un sportif de haut niveau. Vous voyez, des fois, moi, quand je me lève le dimanche matin, je me sens sportif de haut niveau. Une fois que je me mets à courir, c'est nettement moins le cas. Mais voilà, il faut vérifier un petit peu. Une fois qu'on a vérifié que vous êtes sportif de haut niveau, vous avez des droits qui sont un peu comme les candidats en situation de handicap. La différence, c'est que les candidats en situation de handicap, qui peuvent être l'objet de discrimination, nous ne communiquons rien aux formations. Alors que les sportifs de haut niveau, on communique des spécificités parce que des établissements vont, ce sont des profils particuliers pour lesquels il peut y avoir des aménagements d'études. Donc, vous renseignez votre numéro et une fois que votre numéro est renseigné, il y a des informations à compléter sur votre discipline sportive, sur vos rythmes d'entraînement, sur vos compétitions. Voilà, vous pouvez le faire dans le dossier Parcoursup. Et puis, sur les autres situations, par exemple, section binationale, bac français international, c'est remonté automatiquement vers Parcoursup. Et chaque candidat pourra s'identifier à travers son dossier, voit qu'on a bien tenu compte de son parcours spécifique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le calendrier? On a pas mal de questions sur la différence entre le 12 mars Très bien. et le 1er avril, Alors, s'il vous plaît. on est, on est le 3 février, je crois, aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 12 mars pour faire les vœux qui vous intéressent. Au 13 mars, c'est fini, vous ne pouvez plus faire de vœux. Donc, votre liste de vœux, elle est figée. Pour chacun de vos vœux, vous pouvez avoir des éléments à renseigner. J'ai évoqué par exemple la lettre de motivation. Eh bien, la lettre de motivation, on vous donne jusqu'au 1er avril pour la finaliser. Votre dossier, par exemple, de vos notes de scolarité, euh, euh, au 12 mars, vous n'avez peut-être pas complètement fini les conseils de classe. À la fin du mois de mars, tout sera achevé et votre lycée aura remonté de sorte que vous ayez un dossier complet. Donc, ce qui se passe entre le 12 mars
et le 1er avril. La liste des vœux, elle est stabilisée. Vous n'avez pas le droit de refaire des vœux après le 12 mars. Par contre, il faut compléter le dossier pour chacun des vœux que vous avez formulés. À partir de quelle date les formations ont-ils accès aux vœux des élèves? En fait, là, pour l'instant, les formations voient les vœux qui se formulent et le nombre de vœux qui commencent à se formuler. Ça leur permet, pour celles qui ont des concours, à imaginer quelle volumétrie de candidats elles vont avoir. Par contre, ça n'est qu'après que les candidats aient confirmé les vœux, donc après le 1er avril, que nous disons aux formations que les dossiers sont stabilisés. Donc, vous avez bien jusqu'au 1er avril pour formuler vos vœux, pour payer le cas échéant quand il y a des frais de dossier à compléter le cas échéant. Voilà, les formations, c'est le 7 avril, ça sera donc la semaine après, où leur dit non, ça y est, toutes les formations, les vœux sont définitifs et les dossiers sont complets. Et d'ailleurs, à cette date-là, on enverra à chacun des candidats sur Parcoursup et donc à leurs parents s'ils ont renseigné les coordonnées dans le dossier de leur enfant, on enverra une petite élément récap en disant ça y est, tous votre dossier de candidature ont été transmis aux formations pour lesquelles vous aviez complété vos vœux. Mon enfant a fait ses 10 vœux, ses 20 sous-vœux. Il les valide le 12 mars. Il complète 15 de ses sous-vœux. Il ne fait pas les 5 derniers. Qu'est-ce qui se passe pour ces 5 derniers Ben, sous-vœux? un vœu formulé mais non confirmé, un vœu qui n'existe plus en fait. Il ne sera pas examiné. Donc si vous avez fait 10 vœux, je vais faire plus simple parce que je m'y suis perdu dans les sous-vœux là, mais euh, il a fait 10 vœux, il n'y en a que 5 qui sont confirmés, il n'y en a que 5 qui seront transmis aux formations post-bac. C'est aussi clair que ça. Est-ce qu'un établissement, une formation peut refuser une année de césure? Oui, mais avec des justifications. Il y a un droit à la demande de césure, mais il n'y a pas de droit automatique à l'acceptation de la demande de césure, sauf le cas du service national où la formation n'aura pas le droit de refuser une césure pour faire son service national. Et lorsque je formule un vœu, lorsque mon enfant formule un vœu, est-ce qu'il doit noter l'année de césure dans la formulation du vœu? Alors, ce n'est pas du tout dans la formulation du vœu. Avant la confirmation des vœux, donc avant le 1er avril, il y a un petit espace césure dans le dossier Parcoursup dans lequel il aura deux cases finalement, soit faire une demande de césure pour faire un projet personnel et professionnel ou professionnel, soit faire une demande de césure pour le service national. Et cette information sera stockée par Parcoursup. Nous ne la donnons pas aux formations d'accueil. Ils n'ont pas besoin de nous l'avoir. Par contre, le jour où l'enfant de la personne là, qui pose la question a accepté son établissement, il a accepté la licence d'histoire-géographie à Nanterre, eh bien, à ce moment-là, au moment où son dossier d'inscription, nous l'envoyons vers l'université de Nanterre, nous dirons à l'université de Nanterre, attention, ce jeune garçon ou cette jeune fille a demandé à faire une césure. D'accord. Je vais vous laisser continuer votre présentation. Très bien, on va terminer assez rapidement quelques slides. D'abord, c'est plus pour mémoire sur la slide 41. Je crois que je vous donne des informations, vous l'aurez, je ne les commande pas plus que ça, mais c'est que Parcoursup, on peut évidemment craindre de ne pas avoir de proposition d'admission. La réalité, c'est que l'essentiel des lycéens ont des propositions d'admission. Voilà. En moyenne, ils en ont 5,6. Au bout d'une semaine, 80% des lycéens avaient eu au moins une proposition d'admission. À la fin de la session, ils étaient près de 93%. Il y a des solutions pour ceux qui n'ont pas eu de réponse avant le baccalauréat, à la fois la phase complémentaire, qui permet de refaire des vœux au mois de juin sur des formations qui ont des places vacantes. Et puis, dans toute la session Parcoursup, on n'abandonne pas les candidats, on ne les laisse pas au bord du chemin. Il y en a qui peuvent demander l'accompagnement du recteur. Eh bien, il y en a 22 000 qui l'ont fait en 2025. Et au terme de la session Parcoursup fin septembre, il n'y en avait que 38 lycéens que nous n'avions pas réussi à accompagner. Ils étaient 650 000 au départ. Je pense que ça permet aussi de se rassurer sur le dispositif. On y reviendra abondamment au mois de mai quand on se retrouvera dernière semaine de mai. Diapo 43 pour arriver à quelques conseils synthétiques. 1. Prenez connaissance du calendrier de Parcoursup, des modalités de fonctionnement. Tout ce que je vous ai dit figure sur la plateforme, en quiz, en vidéo tuto, en petites fiches pratiques. Je crois que c'est utile. Vous avez un espace ressources
sur la plateforme Parcoursup, tout en haut, FAQ ressources, avec une entrée, je suis parent, je suis lycéen et étudiant, qui vous permet d'accéder à tout un tas d'informations, à toutes nos vidéos. N'attendez pas à la dernière minute, vous pouvez anticiper, et peut-être que parmi nous ce soir, il y avait aussi des parents d'élèves de seconde et de première qui peuvent utiliser Parcoursup pour se projeter, pour aider avec leurs enfants à la construction d'un projet d'orientation. Faites des vœux pour des formations qui vous intéressent, sans autocensure, pensez à diversifier vos vœux, évitez surtout de ne formuler qu'un seul vœu. La règle clé à bien avoir en tête, c'est que plus vous diversifiez vos vœux au mois de mars, plus vous vous ménagez des possibilités de choix au mois de juin. Je crois que c'est ça l'élément, l'argumentaire le plus important. Ne restez jamais seul avec vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des questions qui vous intéressent. Vous pouvez échanger au sein de votre lycée, profiter des journées portes ouvertes qui ont lieu en ce moment, des lives Parcoursup. J'ai fait hier soir avec des sportifs de niveau, la semaine dernière avec les parents d'enfants en situation de handicap. Il y a des journées portes ouvertes, des étudiants ambassadeurs. N'hésitez pas à collecter de l'information. Il ne faut pas rester seul face à la plateforme. Il faut conjuguer la plateforme et puis des êtres vivants. Parce que c'est avec eux qu'on a des émotions, c'est avec eux qu'on conforte son opinion, c'est avec eux qu'on s'aperçoit que ce qu'on pensait être super, ça l'est pas du tout. Voilà, c'est cette expérience qu'il faut vivre chacun à son rythme. Préparez-vous à choisir aussi, parce que là, je vous demande pas de classer vos vœux, mais il faudra qu'au mois de juin, vous sachiez où vous voulez aller. Et puis, élément le plus important, Parcoursup n'est qu'une première étape. On ne joue jamais sa vie sur Parcoursup. On ne détermine pas le reste de sa vie en faisant un choix sur Parcoursup. Certains peuvent vous le dire, c'est faux. Voilà, vous avez la possibilité de vous réorienter. Il y a des passerelles. Donc voilà, l'avenir est devant vous. C'est la première porte, mais ça n'est qu'une porte. Ça n'est pas tout le couloir et pas toute la destinée. Donc voilà, soufflez un petit peu. Je le dis aussi pour les parents, trouvez la bonne distance en mettant évidemment du sérieux, mais sans trop de pression. C'est évidemment une science non exacte, mais elle est importante. Et puis, dernière slide, pardon, les services qui sont à votre disposition pour vous répondre, un numéro vert, la messagerie contact, des réseaux sociaux. Nous sommes tous à votre disposition pour essayer de répondre du mieux possible à toutes vos interrogations et vos questionnements. Et puis, en diapo 45, pour s'y rappeler aussi aux parents que lorsqu'on passe de lycéen à étudiant, on devient aussi, on accède à une vie étudiante. Il y a des possibilités de demander des bourses sur critères sociaux, les possibilités de travailler sur le logement en résidence. Est-ce que je peux avoir une place en crous? Et d'ailleurs, demain, avec l'appel et les autres fédérations parents d'élèves, on se retrouve avec les collègues du CNUS pour essayer de voir comment on articule au mieux le calendrier de Parcoursup avec le calendrier d'attribution des logements de résidence universitaire. Il y a des aides à la mobilité sur Parcoursup. En tout cas, voilà un point intéressant. Je pense sur l'exemple des bourses sur critères sociaux. Quand la période de demande de bourse sera ouverte, Parcoursup enverra un message à tous les lycéens et donc à leurs parents qui auront renseigné leurs coordonnées dans le dossier de leur enfant. Je vais conclure là-dessus. Je crois que je l'ai dit au moins 8 fois. Ce soir, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un intérêt à renseigner ses coordonnées dans le dossier de son enfant. Voilà, en tout cas, merci de votre attention à tous. J'espère avoir été à peu près complet et clair, de manière à vous éclairer, et j'aurai beaucoup de joie à vous retrouver à la fin du mois de mai pour attaquer la 3e étape, qui est la phase d'admission. J'ai deux petites dernières Bien questions, sûr. Monsieur Teilhard, avant de conclure la soirée. La première, vous nous avez dit que voilà, dès la seconde, la première, nos parents pouvaient se connecter sur Parcoursup. Est-ce que le compte de leur enfant restera le même pour la terminale? Exactement. Ils peuvent se créer un compte qu'ils vont réutiliser. Je l'ai bien montré tout à l'heure, et c'est important de ce que vous avez dit. Le compte est pluriannuel. Le dossier candidat, il est par année. Voilà. Autre question sur les vœux en apprentissage et la date butoir Alors, de la date, on validation. peut faire des vœux en apprentissage tout au long de la phase de Parcoursup. Donc, on n'est pas tenu par l'échéance du 12 mars. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Jérôme Teilhard pour ses précieux conseils et sa disponibilité. Nous avons pu aborder ensemble les principales étapes de Parcoursup et répondre à vos nombreuses questions. N'hésitez pas, comme l'a dit Monsieur Teilhard, à aller consulter la foire aux questions officielle de Parcoursup, régulièrement mise à jour, ainsi que les tutoriels disponibles sur la plateforme pour approfondir vos connaissances. Un grand merci à l'équipe de l'Appel national pour l'organisation de ce webinaire. Nous vous donnons donc rendez-vous le 27 mai pour le dernier volet de notre série de webinaires consacrés à Parcoursup sur le thème de finaliser son choix de formation sur Parcoursup, toujours avec Monsieur Teilhard.
Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt et bonne continuation dans vos démarches.